Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben salut les amis, on se retrouve comme d'habitude avec un réel plaisir, enfin pour ma part, pour toi je sais pas, mais Saya, comment tu vas? Bah ça va très bien, toi Thomas? Ouais, ça va, le plaisir est là? Bah évidemment. Évidemment. Alors écoutez, aujourd'hui c'est l'émission sur la suite de la famille McMahon avec Shane. Yes. C'est une émission qu'on vous promet depuis un petit moment. Oui. Avant qu'on la commence, je voudrais remercier les gens qui ont participé au live pour les 1 an de la chaîne. Oui. Parce qu'on a passé vraiment un super moment, on a énormément rigolé, c'était très sympa. Grave. Remercie aussi les gens pour tes live gaming. Oui. Et notamment Loman qui était avec toi sur le dernier. Ouais, bah qui a été tourné même pas une heure. Qui a été tourné juste avant pour un petit insider, juste avant qu'on tourne cette émission. Donc c'est quelque chose de cool parce qu'en plus Loman c'est quelqu'un qui est très important pour nous. Oui. Dans le Discord il est toujours présent, c'est le modérateur de la chaîne, donc ça fait plaisir de le faire participer un peu. Oui. Je pense que ça lui fait plaisir aussi à lui. Donc du coup, comme vous vous rendez bien compte, on tourne en nocturne, donc je vais essayer de pas trop bégayer parce qu'après le live je suis quand même un peu fatigué, donc je vais essayer de tout donner. Et on va essayer les amis de faire une vidéo, alors toujours avec bonne humeur, la rigolade, un poil plus sérieuse que la vidéo des hot techs. Ouais, c'est pas du tout le même concept. Vraiment parti en cacahuète. Et je voulais aussi, voilà, c'est pour ça que je t'avais dit que je voulais prendre quelques minutes pour, je voulais remercier les gens aussi pour cette vidéo parce qu'elle a marché super bien. Oui. Et je vois qu'en fait, quand on sort un petit peu aussi du rail en partant sur des vidéos gimmicks, des vidéos complètement en dehors d'une carrière d'un catcheur ou d'une personnalité du catch, bah ça marche tout autant. Les gens sont très contents de nous écouter. Dans les commentaires, ils sont tous très pertinents, très sympas, donc ça fait vraiment plaisir. Et ça nous motive encore plus à continuer. Je te le fais pas dire. Voilà. On vous embête aussi un petit peu avec cette barre des 500 abonnés. Alors les 500 abonnés, quand on rigole en parlant de la YouTube monnaie, parce qu'on rigole entre nous sur Discord, c'est pas du tout pour ça, c'est juste qu'à partir de 500 abonnés, on a le droit au boost. C'est-à-dire les gens qui nous écoutent pourront booster les vidéos. Ce qui pourra nous donner une meilleure visibilité et éventuellement attirer encore des nouvelles personnes sur la chaîne. Comme on a dit, plus il y aura de monde, plus les concepts pourront un peu partir loin, quoi. Oui. Ce qui est intéressant pour nous. Une dernière chose, on vous prépare aussi une petite vidéo avec une autre chaîne de catch lunatique à propos d'NXT, c'est ça? NXT Black and Gold, ouais. Voilà, donc ça va arriver aussi très rapidement. Je vous le petit programme pour cette fin de saison, on est à la moitié de la saison. NXT Black and Gold, Shane McMahon aujourd'hui, les Derrick Rose. J'ai pas encore le nom du sportif que je vais trouver parce que Manolo ça m'a coûté une burne, faut dire le mot, mais je vais trouver. On aura aussi l'épisode sur l'Ultimate Warrior, donc je sais qu'il y a eu des craintes dessus, donc on peut le préciser maintenant. Ce sera bien, on va bien retracer toute sa carrière. Quand Thomas dit on va faire 1h30 d'insultes, il exagère, j'exagère. Une blague. Parce que justement, ce que j'ai envie, c'est de faire, parce que quand tu cherches sur Internet par rapport à l'Ultimate Warrior, tu trouves énormément de gens qui ont fait uniquement ses mauvais côtés. Même le Dark Side of the Ring sur lui, c'est beaucoup plus de mauvais côtés. Parce que la WWE s'était vengée. Ah, littéralement, le DVD, c'est un truc à charge. Voilà. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est au-delà de l'être humain qu'on a déjà dit moi, c'est un être humain que j'apprécie pas spécialement, détestable, merci. On a envie aussi quand même de parler de toute sa carrière. Comme ça, moi, quand on parlera du Warrior, les gens pourront vraiment se dire, voir l'ensemble de sa carrière. De toute façon, elle est assez courte. Oui, c'est courte. Elle est en plusieurs morceaux. Il y a des moments où il revient. On y reviendra. On devrait ça devrait être une émission d'1h30 à peu près, je pense. Ouais, je pense. Grosso modo. Et évidemment, le climax de la saison, ce sera sur Sting. Je sais que Loman attend beaucoup cette vidéo. Beaucoup de gens l'attendent parce que déjà, il y a pas mal d'attentes sur tout ce qui est personnalité WCW. Oui. Et Sting, quand même, ça reste un moment marquant. C'est ça. Et je fais un big up parce qu'il risque de m'aider justement pour cette vidéo à Netibus, qui est aussi une personne très importante dans notre communauté. Pour la période TNA, je risque de venir te voir pour te demander des précisions. Bien sûr, parce que c'est vrai que comme on l'a déjà dit et redit, tout ce qui est TNA pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Bah, moi, le seul que je sais toute la carrière de TNA, c'est Jay Styles. Voilà. C'est parce que c'est juste tombé amoureux de ce catcheur et donc du coup lui, par contre, j'ai vraiment tout regardé. Mais les autres, je regardais pas tous les épisodes de TNA, donc du coup j'ai un peu de lacunes dessus. Il y a une dernière petite chose et puis après on va tranquillement commencer vers le début. Une dernière petite chose, on a fait notre émission avec nos opinions impopulaires. Je le dirai pas en anglais, j'ai pas envie de casser le game dès le départ. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse une dans la saison 6 avec vos opinions impopulaires. Donc, il y a déjà des gens qui ont commencé à parler de leurs opinions, dans les commentaires de l'émission. De leur texte à eux. Ouais. Voilà. Ce que je propose, c'est que les gars, dans la saison 6, les amis, mettez toutes comme on avait fait pour le FAQ,
Oui. Donc mettez toutes vos hot takes dans les commentaires. Moi, je ferai une répartition et on en parlera avec Messiah dans une émission un petit peu, peut-être en live ou peut-être je sais pas, mais on pourra en parler un peu dans une émission. Yes. Voilà, on réfléchit encore au programme de la saison 6. Le seul nom qu'on peut donner, on peut le teaser si t'es d'accord, c'est Jack the Snake Robert, parce que c'est un nom qui nous est demandé et on s'est rendu compte aussi que c'est un nom qu'on avait énormément envie de faire. De parler, oui. Et bah tiens, on n'en a pas parlé, donc autant le dire maintenant. C'est peut-être le moment de faire Brock Lesnar Ouais, comme gros nom pour la saison 6. pour la prochaine saison, ouais. Ouais, parce que Cena, je le verrai plus en gros nom de la saison 7, parce que l'on va arriver sur la fin de son règne. Ouais. Et puis, je sais pas, mais... Il faudra le temps d'encaisser, Et puis, tant qu'on n'aura pas passé WrestleMania, j'aurai toujours un doute s'il va pas être là quand même à WrestleMania. Donc on attend. On attend un peu. Sinon, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Sinon, on n'est pas pressé. Et puis, il y a aussi ce gros show, ce WrestleMania 43 en Arabie Saoudite, qui va peser tellement d'argent. Et que l'Arabie Saoudite va vouloir faire venir tellement de superstars que je serais pas surpris que Cena sera là à WrestleMania 43, même s'il dit qu'il a arrêté. Bien Parce sûr. que faut pas oublier un truc. L'argent, c'est plus fort que tout. Et ben, comme on va commencer sur Shane McMahon, Here Comes the Money. Here comes the money. Voilà. N'oubliez pas les amis, un commentaire, un j'aime, on s'abonne. On n'oublie pas la cloche. Et je te propose que je commence tranquillement avec sa jeunesse. Alors Messiah, encore une fois, a énormément travaillé. Il a beaucoup de fiches. Moi, les amis, je vais essayer de vous faire un timecode pour cette vidéo. Je commence par sa jeunesse. Tu me reprends dès que tu as des précisions à faire. Oui. Pour le timecode, ça risque des fois des gros pavés parce qu'en fait, comme on va switcher entre le backstage et le in-ring, ce sera sûrement un timecode lié au in-ring. Parce que tu es d'accord, pour lui, en termes de in-ring, il y a beaucoup plus à dire que Stephanie McMahon. Ça, c'est sûr. Là, ça va être très intéressant. Et Shane, attention, c'est un nom. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'attentes pour Shane qu'il y en avait pour Stephanie. Donc là, tu n'as pas le droit de te planter. Oui. Mais ça y est, je note le timecode et je te propose que tout doucement, on commence. Shane McMahon. Alors, attends, je note parce que moi, je peux pas faire deux choses à la fois. Tu n'es qu'un homme. Je voulais pas le dire, mais c'est vrai que je peux pas faire les deux. Je lance mes notes et c'est parti, les amis. Son nom complet, c'est Shane Brandon McMahon. Il est né le 15 janvier 1970. Ce qui veut dire qu'il approche tout doucement de la soixantaine, mine de rien. Il a 55 ans. Il est né, alors là, il est hors de question que je le propose, que je dise le nom de sa ville, parce que là, ça va être une boucherie. Bah, montre-le-moi, je te le dis. C'est Gettysburg. Gettysburg. Non, c'est pas Gettysburg. Hein. Gettysburg. Voilà, c'est pas le Gettysburg où il y a eu la guerre de sécession. On est dans le Maryland, aux États-Unis. Son père, incroyable, c'est Vince McMahon. Wow. Sa mère, truc de fou, c'est Linda McMahon. Et sa sœur, c'est Stéphanie. Incroyable. Voilà. Et son beau-frère, c'est Triple H. Exactement. Shane grandit littéralement au cœur du monde du catch professionnel. Ça, je me suis pas trop cassé le bonnet pour le trouver. Son grand-père, Vince McMahon Senior, était déjà le fondateur de la World Wide Wrestling Federation. La WWF. Voilà. Ancêtre de la WWE. Dès l'enfance, Shane est immergé dans cet univers. Il assiste aux coulisses des shows, observe les catcheurs et découvre le business familial. Je pense qu'il doit y avoir des photos de catcheurs avec Shane sur leurs genoux. Je pense que ça doit exister. Ouais, des catcheurs de l'époque avec Shane. Ou de le voir tout jeune déjà en tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre ou des choses comme ça. Shane fréquente la Greenwich High School dans le Connecticut. Toujours, de toute façon, le Connecticut, c'est là où il y a le siège de la WWE, c'est ça? Oui, bah oui. Une banlieue huppée où la famille McMahon s'est installée. Il étudie ensuite à la Boston University et il obtient un bachelor en sciences des communications en 1993. Pendant ses études, il montre déjà un goût pour la technologie et le marketing, deux domaines qu'il utilisera plus tard dans le développement de la WWE et surtout, lui, dans ses projets personnels. Oui, parce qu'il a fait beaucoup de choses en dehors de la WWE. T'es calé un petit peu sur ça aussi? T'as trouvé des trucs? J'ai tout. Je continue? Oui. Même s'il est le fils du patron, Shane commence en bas de l'échelle, un peu comme il avait fait avec Stephanie. Même si j'ai l'impression que Vince avait encore plus d'attentes vis-à-vis de Stephanie que vis-à-vis de Shane, entre guillemets. En fait, c'est pas les mêmes attentes. Il a été plus dur avec Stephanie qu'avec Shane? Non, il a été dur avec les deux. Hein. Avec les deux? Mais c'est pas le même style d'attente et de relation. Il voyait vraiment Stephanie comme pour prendre sa place plus tard. Il voyait Stéphanie. En fait, il voyait Stephanie pour prendre sa place de manière naturelle, alors que Shane, c'était entre guillemets un rival. C'était toujours de le pousser à dépasser justement pour pouvoir. Lui, il fallait qu'il mérite de prendre sa place. Même s'il est fils du patron, Shane commence en bas de l'échelle, donc c'est ce que je viens de dire. Adolescent, il travaille dans les entrepôts de la WWF, préparant le matériel et aidant la logistique. Il sert aussi de juge de ligne, arbitre ou technicien. Et ce que tu dis, c'est à 15 ans. Hein. Moi, je l'ai noté à 15 ans. Adolescent, j'ai. À 15 ans, il commence à transporter les câbles, à aider à installer le ring, et tout pour apprendre les bases du business
selon les mots de Vince. C'est très très intéressant ça quand même. Hein. Son premier rôle officiel visible à la télé date du début des années 90, comme arbitre, sous le nom de Shane Stevens. Et exactement, je l'ai noté. Cette immersion dans tous les aspects du show, production, scénario, management de télévision, force son expérience avant de devenir une personnalité publique à part entière dans les années 98, à partir de 98-2000. Où il devient un personnage à la télé. Voilà. Et je peux même préciser le fait que quand il commence en tant qu'arbitre sous le nom de Shane Stevens en 90, notamment au Survivor Series, où il voit les débuts de l'Undertaker, où il arbitre le match. C'est lui qui arbitre le match du... Voilà. C'est beau. Ouais, c'est pas mal. Et quand tu dis, il travaille dans le service marketing, évidemment, et c'est lui, on a dit que Stéphanie a fait beaucoup de choses, mais de pousser sur Internet, ça vient de Shane. Ok, c'est aussi Shane, mais ça tu vas le dire certainement plus tard, qui avait aussi un petit peu les yeux en dehors de la WWE. Qui avait complètement les yeux en dehors. Ah bah voilà, ok. Voilà, comme ça, on va directement... les amis, de sujet. Je suis désolé, on arrive dans la période hivernale, et malheureusement, je vous garantis pas que par moment, on va pas être malade. Ouais. Donc si on tousse, je vous prie de bien vouloir m'excuser, on va essayer de s'éloigner du micro. Pour sa jeunesse, moi j'ai fini. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire qui est intéressant ? Le truc que je pourrais dire, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, justement, Shane ne reçoit aucun traitement de faveur. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il commence en bas de l'échelle. Hein, comme tu l'as dit. Comme Stéphanie, comme il avait fait avec Stéphanie. Stéphanie était protégée. Elle commence pas en bas de l'échelle comme lui. Elle a pas monté les rings, elle a pas monté machin. Ouais. Tu vois, c'est lui, il commence vraiment, limite, en tant qu'employé. Même s'il va avoir très vite un poste. Mais c'est pour dire, c'est, comme je t'ai dit, Vince McMahon va le pousser au défi, en fait. Et on va avoir pas mal d'anecdotes là-dessus. En tant qu'arbitre, t'as encore quelque chose à dire, ou comment tu veux qu'on commence l'émission, qu'on fasse au fur et à mesure des parallèles entre on va commencer à backstage. C'est ce qu'on va essayer de faire, des parallèles. On va commencer par l'écran. C'est plus simple. Et je donnerai des anecdotes en fonction. Alors vas-y. Voilà. Donc du coup, il commence à la télé en 98. Comme tu l'as dit. Là, on parle plus de l'arbitre, hein. Voilà. D'accord. Là, tu parles de Shane McMahon. Oui, Shane McMahon. Mais il va très souvent faire arbitre, dans les rôles, Dans les rôles télé, il va très souvent être arbitre, justement, et c'est lui qui va être, entre guillemets, l'arbitre de Triple H. Pendant une très longue période. Quand c'est la McMahon and Slayer. Ok. Donc en 98, son rôle, c'est le fils royal de Vince McMahon. Donc en pleine air attitude. Donc on commence à le voir apparaître en 98, on va dire dans le crew de McMahon où il n'a pas un rôle très important. Et c'est en 99 où il va avoir entre guillemets un premier personnage, c'est le fils rebelle. Quand on le voit, on sait que c'est son fils ou pas ? Bah c'est dit, mais c'est dit quand même. Ok. C'est dit. Mais bon, encore une fois, on avait le kayfabe à l'époque, on disait pas clair. Les gens pouvaient peut-être se poser des questions. Après, il ressemble à son père. Hein. Oui. C'est si tu regardes bien. Les chiens ne font pas des chats, j'ai envie de te dire, quand tu vois physiquement, je parle. Bien sûr. Et évidemment. Après, par contre, je trouve qu'avec les années, il s'est embelli. Moi, je trouve qu'il dégage encore quelque chose, même aujourd'hui, à la cinquantaine. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Physiquement, le mec. Fait moins de tête à claque. Ouais. Dans les débuts, il faisait un peu tête de benet, je trouve. Mais est-ce que tu sais, est-ce qu'il prenait un peu les gens de haut ? Est-ce que ça a toujours été vu dans backstage comme quelqu'un de sympathique ou pas ? Justement, je peux déjà te donner une des anecdotes, c'est le gentil McMahon. Ok. Donc c'est dans les coulisses, tout le monde disait que c'est le McMahon que tout le monde aimait. Parce que contrairement à Vince qui était autoritaire et Stephanie McMahon qui était strict en affaires, lui, il était accessible, chaleureux et blagueur. J'ai noté. Donc vraiment, c'est vraiment l'inverse des deux. Et de toute façon, on y reviendra plein de fois avec des anecdotes sur l'Undertaker où le mec était un boys. Oui. Par contre, t'as aussi oublié est-ce qu'on peut le dire tout de suite, qu'il a participé au départ de Raven de la fédération ? Ah oui, on peut déjà noter cette anecdote. Là, c'était même... du coup, on est bien avant, c'est quand il est venu backstage. C'est pour ça que... quand il était backstage aux alentours de 93, 94, 95, 96. Parce que Raven, il me semble qu'il va en 96 à la ECW. Ou à l'ouverture, pas loin après l'ouverture. Il va pas à la WCW avant ou c'est après ? Non, c'est après la WCW. Il a fait WCW, WWF, ECW, WCW, WWE. Ouais, lui, il a, et puis après TNA. Et après TNA. Voilà, c'est parce que, Et en fait, Shane qui avait même pas encore la vingtaine, du coup, il avait la vingtaine. Il a eu la vingtaine en 90. Il avait 22, oui, je dis des bêtises, il avait 22, 23, 24 ans. Ouais. Et en fait, comme Raven, il a été promu à avoir un poste de créatif. Ouais. Parce que McMahon aimait bien, justement. Lui voulait pas, mais du coup, Shane traînait beaucoup avec lui parce que Raven, en fait, c'était déjà un student of the game.
Et en fait, comme il parlait beaucoup de catch, Shane McMahon, il s'est lié d'amitié parce qu'en fait, il parlait avec quelqu'un qui a été en dehors de la WWE dans le regard et tout, donc ce qu'on a dit. Et en fait, il se retrouvait souvent pour faire des bringues parce que c'est Raven. Et du coup, Raven a souvent testé le foie de. C'est ça, comme dirait Shea, c'est ça, c'est qu'il a abîmé le foie de Shane. Et c'est un peu ce qui a, déjà le refus de Raven de rejoindre l'équipe créative, parce que c'est un boulot en or qu'il a proposé. C'est ça. Et le fait qu'il avait une mauvaise influence sur son fils, ça a pas aidé au fait qu'il reste. L'autre personne, c'est pas noté dans mes notes, mais ça je l'ai lu, hein, je l'ai pas marqué, mais je peux déjà le dire, c'est aussi Shane McMahon, c'est l'un des rares. Il était proche aussi de Bruce Pritchard, parce que c'était les deux qui essayaient de montrer autre chose à McMahon que la WWE. On peut parler aussi, on peut peut-être parler parce que ça, là, t'étais déjà en 99, donc ce que je te propose, c'est qu'on revienne un tout petit peu en 97, quand il y a eu la première invasion de la ECW à la WWE. Ouais. C'est une idée de lui. Ah, bien vu, ouais, j'allais oublier, ouais. C'est pas une idée de lui, c'est une idée de Bruce Pritchard. Oui, mais c'était avec Bruce Pritchard. Mais Shane McMahon commençait déjà à regarder les autres shows, et donc du coup, les deux ont poussé McMahon. Voilà, ils ont poussé McMahon. À ce qu'il s'allie un petit peu, ouais. Il y a une fédération à Philadelphie qui est pas mal ce que ça propose. C'est déjà, il entend déjà parler du truc, du coup, il en entend déjà parler en 95. Parce que quand il y a le fameux main event de SummerSlam entre King Mabel et Kevin Nash. Ah oui, où les gens chantent. CW. Lui, c'est ce que c'est. Lui, du coup, il a déjà une idée de ce que c'est. Voilà, McMahon, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils chantent ces cons-là? Ouais. Et du coup, il y a du 5 étoiles dans le ring. Il y a Mabel, je comprends pas. Je comprends pas, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Et du coup, les deux ont dit, restez de regarder cette fédération, il y a peut-être moyen de faire un partenariat, machin et tout ça. Oui, parce que ça, on l'a déjà dit dans l'émission sur la ECW. Vince n'a jamais considéré la ECW comme des concurrents. Non, c'était plus comme il le voyait plus comme un territoire de développement et de récupérer les catcheurs. En fait. Oui, de toute façon, si la ECW elle a eu le pognon de Ted Turner, je pense que de toute façon, Paul Heyman, il aurait tout plombé quand même. Ouais. Il aurait tout dépensé. Voilà. Et c'est même avant de commencer ta personnage à l'écran, c'est là où il trouve sa femme. Qui se marie avec sa femme, qui s'appelle Marissa Mazzola. Ouais. Et c'est une ancienne productrice de la WWE, j'ai noté. Et depuis 96, ils sont ensemble. Ouais, et puis ils ont un ou deux enfants, je crois. Trois fils. Declan, Kenyon et Rogan. C'est vraiment des noms américains, la vache. Des enfants que vous pouvez voir dans son match face à Taker. Face au Taker, WrestleMania, ils sont vraiment là. WrestleMania 32, ouais. Je sais pas s'ils sont tous là, mais je sais qu'il y en a au moins. Si, t'as les trois qui sont autour. Enfin, ils font même son entrée, ils font même l'entrée avec lui, hein, il me semble. Ouais, ça me parle. Ouais, après, Shane McMahon, mine de rien, pour tout fan de catch de cette époque-là, fin Air Attitude, début. C'est quoi début Ruthless, il est plus là. Hein. C'est plus Shane McMahon, c'est un visage marquant de l'Air Attitude et de l'invasion. Et de l'invasion, ouais. Oui, forcément, dans l'invasion, c'est l'un des gros clients en face. Donc, Et puis, ça fait partie des catcheurs que t'as toujours, enfin des catcheurs, oui, là j'ai envie de dire catcheurs, que t'as toujours plaisir à voir venir de temps en temps. Ouais, mais parce que je me rappelle qu'à un moment, je crois qu'il est dans une feud où il y a Batista dedans ou un truc comme ça. Ah oui, c'est durant la feud Triple H Undertaker. Ouais. C'est en 2009. Ouais, voilà. Et je me rappelle, entre Orton et Triple H. Tiens, je me dis, c'est cool, je vais voir Shane, tu vois. Et le truc, c'est que pourtant, il commence en tant que heel, il était très souvent heel. Et je pense que beaucoup de gens l'aimaient déjà bien à l'époque, malgré que c'était un heel et qu'il avait une tête à claque. C'est parce que dans la vraie vie, on voit qu'il est sympa. Et donc, du coup, à l'écran, ça se voit. Et puis même, certains de ses matchs aussi, comme il s'est donné pour le business, fait qu'à un moment, tu peux pas détester un mec comme ça. Oui, c'est ça, surtout les mecs. Tu vas y revenir certainement. Quand déjà, je peux continuer sur ce que je te disais, dans le sens où que c'était le McMahon que tout le monde aimait. Ouais. Il est reconnu pour, par exemple, de serrer la main à tous les employés. Que ce soit les maquilleuses, les techniciens, les... ça, tu disais déjà ça avec Stéphanie, qui connaissait le nom de tous les employés. Voilà, elle connaissait, mais elle avait plus relation professionnelle. Patronne qui connaît ses employés. Ouais. Lui, c'était, il venait serrer la main comme si c'était son ami, quoi. Dans le sens là, quoi. Il appelait même les jeunes talents par leur prénom. Il les prenait, même ceux en bas de carte, lui, il les connaissait vraiment tous, pour le coup. Il s'entraînait avec. Donc dans les premiers temps des centres d'entraînement, et pourquoi pas Performance Center, mais l'équivalent, Shane McMahon, il allait s'entraîner avec les jeunes. Lui, il avait vraiment l'envie de progresser dans le ring. Ouais. Il aurait voulu, tu penses, devenir catcheur à plein temps, mais c'est son père qui a pas voulu, peut-être? Je pense pas. Je pense que vraiment, lui, d'aller dans le ring, je l'ai noté quelque part, mais on peut déjà le dire maintenant, c'était vraiment pour continuer de défier son père. C'est-à-dire pour faire plus que ce que son père il faisait? Oui. Donc du coup, c'est se donner autant pour pouvoir que son père le respecte. Je vous conseille de toute façon d'aller écouter le documentaire Netflix sur Vince McMahon.
Le passage sur Shane, moi, il m'a tiré l'alarme. Je vous le dis. Hein. Parce que justement, en fait, il a toujours voulu à montrer à son père qu'il était là, en fait. Et Qu'il existait. Qu'il existait et qu'il était vraiment son successeur et tout ça. Et en fait, ça a jamais passé. Ça a passé à des moments, mais pas tout le temps. Tu as quand même quelques... Excuse-moi, je tease sur la suite, parce que là, quand tu parles de ce personnage, j'ai du mal à imaginer la polémique qu'il y avait eu avec le Rumble il y a quelques années. Bah après, le mec a vieilli, il y a des machins, donc j'en parlerai de ce Parce que ça m'intéresse de voir l'autre face. Ouais, bah le truc c'est qu'en plus c'est des gros conflits Ok, ça, avec c'est un autre intéressant. créatif, Triple H, on en parlera. Et pour finir sur le coup du gentil McMahon, je voulais juste citer une phrase de Chris Jericho que je trouve cool. Shane est un vrai mec, il n'a jamais joué au fils du patron. Donc, Mais ça se voit, hein, le gars, il dégage une bonhomie et une sympathie. Ouais, c'est ça. Lui, t'as envie de lui payer un verre. Ouais, Tu vois ouais, lui, oui, bah, on l'avait vois dit dans une ancienne vidéo. Ouais. Ouais, je sais plus si on l'avait dit, je sais plus si j'avais dit sur le Discord ou si j'avais dit dans une ancienne émission avec toi, mais il y a des gens, tu vois leur tête, tu sais que c'est des enfoirés. Ouais. Tu vois, je sais que par exemple, Charlotte Flair, t'as pas envie de lui payer un verre. Quoi. Ouais. Je pense qu'elle est pas sympa au naturel. Ouais, je vois ce Mais que tu veux dire. Shane, il a une bonhomie, il dégage un truc. C'est ton pote, une fois qu'il est à 12 grammes, il va dire, viens, on saute du pont. Ouais, voilà. Tu vois, De toute façon, j'ai déjà sauté de plus haut, donc t'inquiète. vas-y, t'inquiète, ça passe. Les cailloux, t'inquiète. Donc du coup, on va y aller sur son premier passage à l'écran, Ouais. du coup vraiment marquant. Donc c'est bien, comme j'avais dit en 99. Et en fait, il a accompagné Vince de 98 à 99 où il est là, il fait l'arbitre, il est souvent là, le fils con, tout ça. Et en fait, c'est après, je crois aussi qu'il va ramener ses potes riches aussi là. Comment ils s'appelaient? Les Possi là. Et alors c'est. Ah là, tu me J'ai demandes. plus leur nom de ces trous de balles là, mais il avait ses potes à lui. C'est quoi, c'est des états de garde du corps, des quoi Ouais, des mecs qui venaient catcher alors qu'ils étaient habillés en fils de richaud, mecs de golf et tout ça. Par contre, là, on est d'accord. Pour l'instant, là, il a pas catché encore. Non, mais ça va aller très vite. Oui, voilà, là, on est d'accord. Pour l'instant, tu n'as pas encore parlé. Il est là. Il existe, il apparaît dans certaines rivalités auprès de son père, mais il n'a pas encore été sur Bah, le. il prend des bumps, il se fait taper dessus, mais Ouais. je crois qu'il a déjà fait des matchs avant, mais on va parler de son premier gros match. Moi, de toute façon, il prend l'un de mes bums préférés Voilà. de l'histoire du Encore une fois, c'est comme la vidéo de Stéphanie, c'est qu'on va beaucoup parler de in-ring, mais je vais pas faire toutes ces storylines et tous ces matchs non plus. Non, On mais va rester je sur sais les qu'il y a des trucs que importants. tu vas être obligé de pas. On va être Oui, obligé oui, d'en c'est parler. ça, mais s'il a fait des matchs à Raw dans les premiers temps, les matchs comme ça, on s'en. C'est pas important. Oui. C'est là justement en 99, donc il devient le fils rebelle. Vince, il est en pleine rivalité avec Austin, et en fait, Shane, il va le trahir pour prendre le contrôle de la corporation. Ce qui va amener après derrière le fait que, comme il s'appelle, McMahon, il est en dehors de la corporation, mais il va se montrer en tant que le leader du ministry, et ça va assembler les deux, tu vois. Mais à ce moment-là, c'est Shane qui est le leader de la corporation, donc C'est après qu'il y a le corporate ministry ou un bah truc oui, comme après ça assemble les deux, ouais, c'est ça. Et donc du coup là, il est quand même le leader d'un clan où il y a The Rock et Ken Shamrock par exemple. Ah ouais. Ouais, voilà. Et Donc il a un rôle important quand même à la télé. ah oui, à la télé, il commence déjà à être très 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 important et ça va l'emmener à WrestleMania 15. Donc WrestleMania 15, c'est le premier Rock Austin en main event. Ok. Et lui, C'est 99. c'est 99. Ok. Et lui, en mid-card, il va avoir un match, donc un Mania, comme j'ai dit, face à X-Pac pour le titre européen. C'est quand même bien d'affronter X-Pac parce qu'on X-Pac c'est quand même un gros nom du catch mine de rien. Ah bah oui, Shane Watman quand même. Ouais, C'est c'est un pas des mecs de la n'importe clique et qui. tout ça. Émission un jour. Shane Watman, peut-être. Ou peut-être, tu sais, un jour faire une émission avec peut-être 3 catcheurs comme ça, faire 30 ou 35 minutes par catcheur. Ou Ouais, pourquoi 40 pas, minutes, ouais, tu je sais. sais qu'on peut pas peut-être pas faire une émission Ouais, complète. une quoi. émission complète, ouais. Ouais, ça me va, mais après lui, il est quand même, il est quand même fondateur, on en parle très souvent. Et il est important. Moi, Sean Whiteman, je pense que même si c'est une émission d'une heure et demie, on pourrait la faire. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Parce qu'il mérite pas mal de choses. Oui, tu m'étonnes. Et du coup, il gagne le titre en plus, parce qu'il devient champion européen, il bat X-Pac à WrestleMania. Et quand il retourne en coulisses, il dit ne pas le mériter, il a laissé tomber il a laissé le titre en gorilla, en fait, il l'a pas embarqué. Ah, parce qu'il se voyait pas champion. Ils ne voyaient pas champion, ils disaient qu'il le méritait pas. Tu m'étonnes qu'après les catcheurs l'aimaient bien. Enfin, les autres catcheurs l'aimaient bien. Parce que le gars, quand même, t'imagines le respect qu'il donne. Et j'ai noté en plus le nom du clan qui était avec lui, donc c'est cool, parce qu'on les voit à WrestleMania 15, justement. Donc du coup, lors de son entrée à WrestleMania 15, il saute littéralement dans les bras de Test et du Mean Street Posse. C'est ça, C'est ses potes, voilà, ouais. Voilà, c'est ça, comme en fait, c'est vraiment ses amis d'enfance
qui jouaient leur propre rôle. Ok. Donc c'était vraiment plus des potes à lui, quoi. Oui, des gars de Boston, dans la banlieue un peu huppée de Boston. De Boston. C'est ce qu'il disait. Ah oui, ah bah voilà. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, il me semble que c'est ce que j'ai dit. Mais comme Messiah m'écoute pas, les amis, Ah bah pour une fois, c'est moi qui t'écoute pas. N'hésitez pas à lui enfoirer. Attends, je le retrouve. Ah, excuse-moi. C'est la banlieue UP. Non, pardon. C'est moi qui ai dit des bêtises. Boston, c'est après, quand il obtient. Il fréquente la Greenwich High School dans le Connecticut. C'est dans le Connecticut. Une banlieue voilà. UP, oui. Ouais, c'est après qu'il va à Boston pour ces trucs. Donc, non, t'as eu raison de pas m'écouter. Ouais, ça m'aurait étonné, tu vois, dans le délire. Et la grosse anecdote, c'est déjà quand il commence à venir dans le ring, ce gros tapé, il voulait faire des matchs le plus réaliste possible. Donc, du coup, il voulait se battre réellement. Donc, il demandait au catcheur qu'il affrontait de lui mettre des vrais coups. Ouais, il voulait quand même montrer aux gens qu'il était tough et qu'il était pas là parce que c'était le fils du patron. Voilà, de se faire projeter. Il refusait dans les énormes bumps plusieurs fois quand il a dit qu'il voulait prendre des bumps. On disait tu veux une doublure, non. Et on y reviendra sur ces bumps de fou de toute façon. Vraiment, il y a un match qui me vient à l'esprit. C'est Kurt. Oui, mais oui. On va devoir en reparler de toute façon de ce match-là, mais on en a déjà parlé sur la vidéo de Kurt. Et en coulisses. Après son match à WrestleMania 15, tout le monde est impressionné par son charisme naturel et le fait qu'il a une pêche en fait. Qu'il a une énergie de fou et c'est vrai. Bon, ça se voit, il est hyper actif dans les. Tu l'as vu ce match? Tu te souviens l'avoir vu ou pas? Oui, je l'ai vu. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du public quand il a gagné le titre? Est-ce que le public il était heureux de le voir gagner le titre ou pas? Ah bah non, là c'était un gros heal à l'époque. Du coup, il se fait huer. Il se fait huer, mais je pense que intérieurement les gens ils devaient se dire ouais c'est. Pas encore. Okay. Pas encore. C'est après qu'il va avoir le respect à peu près des fans. Ok. Comme ça, à ce moment-là, les gens le crachent dessus quand même. D'accord, ok, non, c'est bon ça. Ça reste le fils de McMahon, hein. Ah c'est vrai. Ouais. Donc du coup, voilà. Par contre, en backstage, je pense que quand tu rentres, qu'il y a les mecs qui sont là et que tu leur dis moi ce titre, les gars, je le pose là parce que je le mérite pas. Je suis pas un catcheur comme vous. Je pense que dans le backstage, les gars, ils doivent te dire, ouais, lui, c'est un mec génial. Ouais, bah oui. Je pense que pour te légitimer auprès des boys du vestiaire, c'est un truc de fou. Le respect, ouais. Ça va être difficile pour toi pour le time code, hein, je te le dis, hein, parce que on part un peu dans tous les sens, parce que j'ai des anecdotes en fait entre chacun. Bah mais c'est pas grave, là, vas-y, je reste dans le premier match et puis tu balances les anecdotes, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, le truc que je voulais dire aussi, c'est que dans les années 90. Ah là, tu recules. Là, ça m'arrange pas. Toujours dans la même année. En fait, c'est une petite anecdote que je voulais noter où parce qu'en fait, comme on a dit, il a quand même une tête un peu lambda au début, tu vois. Il a pas encore le charisme qu'il aura après. Et en fait, lors d'un show à New York, il veut aller au backstage, normal, il va au taf, quoi. Et en fait, il a oublié son badge d'accès. Et en fait, le mec, il l'a oublié dans sa voiture et l'agent de sécu, il le reconnaît pas, il lui dit, cassez-vous, quoi. Vous avez pas à venir ici. Il fait, mais je bosse ici, en fait. Et le garde ne cède pas. Et en fait, il a commencé à essayer de le contourner pour passer derrière lui. Sauf que le garde l'a gaulé. Et le garde a commencé à le maîtriser. Et lui, il s'est battu avec le garde. Ouais. Donc, vraiment, déjà, il est vraiment dans l'action, Shane. Et Vince est arrivé. Il a vu son fils cloîtré au sol avec le bras en écharpe, le mec de la sécurité en train de le plaquer au sol. Et étranglé, il explose de rire et dira au moins il a appris qu'on pouvait être bloqué devant chez soi. T'avais qu'à pas oublier ton pass. Donc ça c'était au début avant même. Oui. Ouais. Bah de toute façon là on va arriver au vrai gros truc et là où il commence à avoir son vrai personnage et là j'ai plein d'anecdotes durant ces années-là. C'est la rivalité McMahon. On arrive en 2001. Mais tu passes. En 2000 comme je t'ai dit, il sert de sidekick à Triple H. Et tu passes le WrestleMania où il a le Big Show dans son coin? Ouais, c'est pas important, on en a déjà parlé. C'est vraiment juste un McMahon qui prend le Big Show, donc il fait manager du Big Show. Bon, on va dire dans le début de l'année 2000, il est le sidekick de Triple H. Donc du coup, il fait beaucoup son arbitre, comme j'ai dit, hein, quand Triple H il prend son premier titre de champion du monde. Ouais, comme ça, j'en parle. Voilà. Quand Triple H prend son premier titre de champion du monde, l'arbitre du match est Shane. Ok. Voilà, par exemple. Le lendemain du SummerSlam où Steve Austin voulait pas de job. Pour Triple H. Ah, où Steve Austin se barre. C'est celui-là? Après, il est blessé. Il y aura le segment où il se fait renverser en bagnole. Ah oui, voilà. Donc, et c'est surtout qu'il veut pas de repétiteur Triple H, donc du coup, il donne le titre à Mankind et le lendemain à Raw, c'est Triple H qui devient enfin champion. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, McMahon, en fait, vraiment, il est pas très important, en fait, Shane. Il est vraiment en sidekick. Et après, oui, il va s'associer à l'arrivée du Big Show. Ça va être lui qui va prendre le Big Show sous son aile, entre guillemets. C'est lui qui va être le manager du Big Show. Dans le meilleur WrestleMania de tous les temps? Non. Dans le pire l'un des pires, ouais, l'un des pires. Oui, alors ça on va le passer très vite parce qu'on a parlé dans l'émission sur Stéphanie, je crois, parce que Stéphanie elle a Triple H avec elle. Oui. Et lui en fait il a le Big Show, Linda elle a Mick Foley et Vince Silazorok. D'ailleurs
D'ailleurs, Mick Foley qui devait être en retraite, je crois. Oui, il était déjà en retraite, ouais. Et en fait, c'est une guerre de, C'est une guerre de McMahon. C'est une guerre de McMahon. Et de toute façon, en fait, c'est les découlés de là qui vont amener à 2001. Parce qu'en fait, c'est toujours guerre de McMahon, en fait. Oui. C'est que, par contre, Stephanie et Vince se rassemblent, mais par contre, Shane est toujours laissé de côté. Shane est toujours laissé de côté. Et du coup, on arrive en 2001. Donc, mars 2001. T'as le fameux segment où, en fait, Vince McMahon dit qu'il a racheté la WCW. Durant le dernier, et en parallèle, il y a le dernier show WCW. Il y a un show où il y a Sting qui affronte Ric Flair. Ric Flair en t-shirt. Ouais. Parce qu'il a honte de son corps. Voilà. Et en fait, donc il fait le segment, il montre des images de WCW, et là, en fait, il dit, c'est la fameuse promo de Vince McMahon, la WCW est entre mes mains, je la maîtrise totalement, machin. Et en fait, il y a Shane qui apparaît à l'écran, qui est dans le ring de la WCW dans l'autre show, justement dans le dernier show, qui prend le micro et qui fait, en fait, non. C'est bien McMahon qui a racheté la WCW, mais c'est pas toi, c'est moi. Parce que là, je suis ton fils, j'ai toujours été... En fait, il dit un peu la réalité, quoi. C'est, je me sens inférieur en machin, et donc du coup, je veux te défier en prenant la compagnie rivale. Ah, c'est beau, quand même. Ouais, c'est pas mal, du coup, et ça fait un énorme coup de théâtre, quoi. Tu sais qu'un de mes rêves, ce serait d'écrire un bouquin sur la WCW. Ah, ce serait cool. Je te jure, je kifferais. Ah ouais, bah, pourquoi pas. J'en ai envie, hein. Je te jure que ça me taraude, hein. D'expliquer tout ce qui s'est passé... Ça m'intéresse, un truc de fou. Mais pourquoi pas un jour, hein. Et du coup, bah, je peux refaire la fameuse phrase, hein. Donc du coup, comme j'ai dit, t'as le rachat, et donc du coup, the contract does say McMahon, but it read Shane McMahon. Ok. Tu veux pas que je le dise moi en anglais? Non. Déjà que moi j'ai déjà galéré, alors toi... Et du coup, c'est avant l'invasion. Oui. Il y a d'abord vraiment la rivalité McMahon avant qu'il ramène la WCW pour faire l'alliance. Oui, parce que si tu me dis que c'est en mars, alors que l'invasion c'est un peu plus tard. Oui, parce que là en fait on est juste avant WrestleMania, et donc du coup en fait c'est ça qui est fou, c'est que le gros match Shane contre Vince se passe avant l'invasion et avant l'alliance. C'est vrai que c'est débile. Ouais, quand tu regardes. On en avait parlé dans la vidéo sur Stéphanie, donc on va pouvoir rebondir dessus. Si tu veux, on prend notre première pause, et comme ça je te retrace cette storyline. Il me semble même que dans l'émission de Stéphanie, justement, tu avais dit que cette rivalité-là, on en parlerait dans l'émission de Shane. Bah, on a parlé de la rivalité, mais on n'a pas parlé du match. Et oui, c'est ça. On va pouvoir arriver dessus. C'est ça. Ok, pas de problème. Moi, je te propose, je suis d'accord. Pour la pause, et on continue après. Alors, mais ça y est. On a fait une petite pause, on a mangé un petit peu, hein, on en a profité, les amis, hein, je vous dis un petit insider. Mais ça m'a parlé pendant la pause. Il m'a dit, on va rester déjà focus sur la carrière in-ring. Oui. Comme là, de toute façon, on est plus ou moins au début, parce qu'il a eu quelques matchs, il a été champion avec X-Pac, et là, on arrive à la rivalité avec le match. Oui, il a été champion face à X-Pac, oui, pardon, j'ai dit avec, mais face à X-Pac. Il était dans le ring avec X-Pac, si tu veux. Oui. Et là, après, on a le match face à Vince. Yes. Donc, on fait, comme t'as dit, on fait toute sa carrière in-ring, et ensuite, ce sera plus simple, parce que sur Stéphanie, je pouvais switcher plein de fois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs in-ring. Là, on risque de s'embrouiller, parce que je risque d'oublier des anecdotes que je veux quand même dire sur son boulot hors catch. On va rester sur le catcheur. Et après, on parlera du business. Ok. Donc, du coup, avant cette pause, désolé les amis, mais, de toute façon, ça va quand même être audible, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire en termes de catch dans les années 90, quand on a commencé tout à l'heure avant la pause. Là, on était à WrestleMania 17. Donc, il est dans une rivalité avec son père. Voilà, parce qu'il a racheté la WCW, donc du coup là il est vraiment face à son père déjà au niveau du business. Et je vais rappeler ce que j'ai dit sur la vidéo sur Stéphanie, c'est que Vince, après encore une branlée face à Austin, probablement, ou The Rock, il demande le divorce à Linda. Et en fait, Linda, ça lui fait une attaque cérébrale, je sais pas comment ils expliquent ça, mais en fait, elle devient catatonique. Bien vu, ouais, c'est le bon mot, donc du coup, elle peut plus bouger, elle parle plus, elle est un zombie, quoi. Vous pouvez faire un t-shirt, Thomas a dit t'es catatonique. Voilà. Et du coup, le Vince McMahon, en fait, il peut pas signer le divorce parce que l'autre, elle est dans, oui, du coup, c'est Linda qui peut pas signer le divorce parce que l'autre, c'est un légume. Oui. Et du coup, lui, il s'est dit, bon, on va la torturer le légume. Donc, en fait, il commence à il va torturer le légume. Il va se mettre en couple avec une maîtresse qui est Trish Stratus. Voilà, ça tu en parles. Voilà, où ils vont faire tout ce qui est possible. Trish Stratus pas du tout traité comme une chienne. Pas du tout. Je sais pas ce que tu veux dire. C'est après qu'elle va faire la chienne d'ailleurs. Ouais, c'est juste après ça. Hein. Ouais. Donc du coup c'est sa maîtresse. C'est et en fait, un poil malaisant. Voilà, c'est complètement malaisant. Et en fait il va être immonde. Il y a des segments comme j'avais dit vidéo où en fait Linda elle est dans son siège,
Trish Stratus sonne à la porte, elle ramène des chocolats et des fleurs. L'autre, elle bouge pas, il balance les fleurs par terre, il emmène Trish dans la chambre. Et par contre, qu'est-ce qu'elle lui jouait bien. Linda, je sais pas comment elle fait pour rester stoïque et ne pas bouger, hein, ça quand même. Je me demande s'il y a des rushs de fou rire. Dans les promos peut-être, mais par contre, du coup, même si on dit qu'elle était pas télégénique, Linda, ça reste une McMahon. Hein. Ça veut dire que c'est vraiment une performeuse. Ah oui, parce que le segment à SmackDown, c'est en direct, donc là, il y a pas de fou rire. Oui, elle est pro, hein. Elle est pro, hein, parce que le segment où ils la mettent sur le stage, et qu'en fait, il fait, tu réagis pas, est-ce que tu vas réagir à ça? Il commence à déshabiller un peu Trish Stratus, et il lui roule un patin, mais du démon absolu, et que l'autre, elle reste comme ça, regarder sans bouger, et pendant que l'autre, il fait toutes les pires saloperies, quoi. Ouais. Et du coup, Jack Shane, il était en rivalité, question business avec son père, touche pas à sa mère. Donc du coup, là, il dit, là, c'est plus possible, je vais te casser la gueule, hein. Ta gueule. Écoute, père. Je vais te défoncer le daron, hein, parce que là, c'est plus possible, hein. Et donc il choisit de faire ça sur la plus grande scène du monde. Voilà, la plus grande scène du monde. Je veux juste donner une petite anecdote où les deux, quand je rappelais juste le fait que ils se challengeaient, que Vince McMahon il poussait vraiment à Shane au challenge, qui fait que Shane a pris tous les risques possibles. Il y a un segment en 99, je ne me demande pas c'est quoi le segment, mais je voulais en parler, où ils doivent se chamailler à la télé, et en fait Shane devait feindre le coup, mais finalement il a mis une vraie droite à son père. Il met une vraie droite. C'est pour m'avoir pris. Résultat, l'autre, il pisse du sang de la lèvre. De lèvre gonflée, pisse du sang. Vince continue le segment parce qu'il vend pas, lui, hein. On l'a déjà dit, hein, le mec qui pète les deux genoux. Le mec qui pète les deux genoux, il repart debout. C'est pas du sang à la lèvre qui va lui faire peur. On bat les couilles, ça. En coulisses, du coup, il rentre en coulisses, il prend son fils par l'épaule, il lui fait, tu veux te battre pour de vrai, fils? Et les deux se sont réellement bousculés en rigolant avant d'être séparés par des agents. Ouais, parce qu'en fait, ils étaient commencé à vraiment se taper dessus. Et Triple H était présent, a dit, c'est la seule famille que je connaisse où les disputes finissent en test de force. Ouais, les McMahon, quoi. Ils sont vraiment fralés, quand même. Et dans ce match-là, on arrive à WrestleMania 17, donc... Une famille normale dans le Nord-Pas-de-Calais. Il l'a osé. J'espère qu'on a personne du Nord-Pas-de-Calais dans notre communauté. Je la coupe ou pas? Je la laisse. C'est Thomas qui a dit, hein, c'est pas moi. Hein. Oh, le gars, comme il se planque! Ah, moi, je me planque partout. Titre. On le reprend parce que sinon on n'y arrivera pas. On va reprendre. Tant de s'y remettre, excusez-nous. Donc, du coup, c'est WrestleMania 17, c'est un street fight. Ouais, de toute façon, c'est obligé d'être avec de la stipulation. Obligé. Est-ce que c'est un bon match? Ouais, il est fun. Ouais, c'est fun, ouais, ça doit être fun. Ah, il est fun, il y a des bonnes prises. Putain, ils s'en mettent plein la gueule. Ils s'en mettent plein la gueule, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment du drama. C'est vraiment un... oui, il me semble. C'est un match à la McMahon, donc c'est full overbooké parce que... Déjà, on va parler de l'arbitre. C'est Mick Foley. Ouais. Déjà, Mick Foley qui vient avec, je dis à chaque fois, son chandail d'arbitre dessiné à moitié défoncé. Trish Stratus arrive en poussant Linda sur la chaise roulante. Il me semble que ça, tu l'as pas dit dans l'émission sur Stéphanie, justement. Tu voulais la garder pour l'émission sur Stéphanie. Oui, c'est pour ça. On va pouvoir faire le match. Elle arrive, elle était là. Donc, Trish, Vince arrive avec Trish et Stéphanie. Trish à la daronne sur la chaise roulante. Shane arrive. Ou c'est lui qui ramène sa mère, l'un des deux. Je sais plus. Mais, et en fait, ouais, c'est ultra violent. Ils vont s'en mettre plein la gueule. Donc, c'est vraiment preuve de force où l'autre essaie de faire le père dominateur et en fait, Shane, il en peut plus. Au début, il se laisse un peu faire, mais après, il en a tellement marre quand il voit sa mère. Il y a un catfight entre Stéphanie et Trish Stratus. Oui, mais de toute façon, les deux sont en bisbille. Parce qu'en fait, même si Stéphanie est proche de son père, elle supporte pas Trish. Oui. Trish se rebiffe. Trish, à ce moment-là où elle laisse tomber Vince McMahon, il me semble qu'elle lui met une baffe et elle se casse, parce qu'elle en a marre de toutes ces conneries. Et Mick Foley, il est là entre les deux, je crois qu'il se prend même un coup, comme d'hab. Hein. Et il me semble que c'est la première fois. On va demander aux gens comme Nettie et tout de me confirmer où il fait le coast to coast. Ok. Je me semble que je pense que c'est peut-être pas la première fois. Si, ça doit être la première fois, je pense. C'est là où c'est assez marquant parce que du coup Mick Foley aussi en a plein le cul, donc du coup c'est lui qui met la poubelle sur la tête de McMahon. Voilà. Et l'autre fait le coast to coast dans la poubelle. McMahon il se fait. C'est son signature move. C'est mis son finisher. Hein. Van Damme le faisait. Ouais, c'était le Van Terminator. Parce que le Vandaminator, c'est debout avec la chaise, et là, c'est le Van Terminator. Et c'est une chaise. Ouais, il mettait une chaise devant, ouais. Ouais, là, c'est... Mais,
c'était quand même quelque chose avec la poubelle. Hein. Ah bah surtout c'est impressionnant. Hein. Le mec quand on dit qu'il est pas catcheur soi-disant et qu'en fait le mec traverse du ring au ring, c'est beau. Hein. Quand il fait le coast to coast, mais ça tu le diras beaucoup plus tard, et qu'il se prend le sushi music par Shawn Michaels, c'était beau quand même. C'était bien fait. Même si le sushi music est un peu botché. Avant qu'il arrête sa carrière, il prend un spear comme ça où il a failli mourir. Hein. De Roman Reigns aussi. Oui, ça me parle. J'aurais l'anecdote. Hein, mais donc du coup, il éclate son père, tout ça, et en fait, au bout d'un moment, son père reprend le dessus et il veut éclater la poubelle dans la gueule de son fils. Et c'est ce moment-là où Linda se réveille. Oui. Elle se lève parce qu'en fait, il l'amène dans le ring. Vraiment, elle reste sans bouger et tout, il l'amène dans le ring, il fait, tu vas voir ce que je vais faire à ton fils, machin. Il fait dos à elle, il prend la poubelle, il veut assaimer sur la tête. Et je crois qu'elle lui met un coup dans les burnes, non? C'est ça, elle se lève, là, il y a une pop à tout rompre, juste à se met debout, hein. Elle dit rien, elle crie pas rien, juste elle se met debout, il y a une pop de et elle lui met un énorme drop dans les couilles. Voilà. Donc ça, c'est génial. Donc Shane gagne, évidemment, Vince McMahon ne gagne jamais ses matchs. Lui, il a gagné aucun match à WrestleMania. Oui, mais c'est le but. Ouais. Si, il en a gagné. Je l'ai pas là. Mais il va battre McAfee là dans l'horreur là. Là, t'as oublié ça. Il gagnera son deuxième match à WrestleMania en Arabie Saoudite en 2040. En 2000. Parle pas de malheur. Parle pas de malheur. Et donc du coup, ouais, donc ça fait quand même un gros choc quand même. Donc c'est cool. Ça montre que Shane est vraiment un badass parce que là, du coup, il a tartiné son père. Ils vont continuer à être en rivalité, mais il va se disperser dans l'année jusqu'à l'Alliance. Ouais. J'ai juste une petite anecdote, c'est juste avant le match, Shane venait de divorcer, du coup de sa première femme. T'avais dit qu'ils étaient encore ensemble aujourd'hui? Bah je me suis trompé. Ok, d'accord. C'est ce que tu as dit. Ouais, je crois que... Parce que là c'est écrit, donc du coup j'ai dans une de mes notes, ils disent comme quoi il a rencontré sa femme là-haut, et là ils disent qu'ils ont divorcé, donc c'était sa première femme, quoi. C'était peut-être pas la même. Voilà. Et il venait d'avoir son deuxième enfant, et Vince a d'ailleurs joué une scène où Linda McMahon se lève de son fauteuil roulant, comme on a dit, pour botter les fesses de Vince. Mais du coup, lui, en fait, Shane, c'était difficile parce que comme il venait de divorcer et de voir ses parents qui divorcent dans une storyline, c'était compliqué à gérer. Ouais, ça revenait le réel. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc tout à l'heure, quand t'as dit qu'il est toujours marié avec, c'était peut-être pas la même femme. Non, c'est pas la même femme. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, dans cette année 2001, il va faire que des dingueries. Avant l'invasion. Avant l'invasion, il y a autre chose. Il y a deux trucs. Ouais. Alors, le premier. Le plus important, on en a parlé beaucoup dans la vidéo sur Kurt Angle. Ouais. C'est le King of the Ring 2001. Ouais. Donc, c'est... Pour l'avoir revu récemment. C'est ça, c'est que Shane, il continue en fait de tourner autour de McMahon. Kurt Angle, c'est un peu le bras armé de McMahon. De toute façon, ça va être le bras armé de McMahon au début de l'invasion. Ouais, bah oui, de toute façon. Il va essayer Kurt Angle va essayer de regagner son deuxième King of the Ring. Il va pas le gagner. Hein. Il va perdre face à Edge. Mais... Kurt Angle va faire un match de plus. En fait, c'est au bout d'un moment... Au pay-per-view King of the Ring. Ouais, on est toujours dans le même pay-per-view. Voilà. Avant la finale, avant d'affronter Edge en finale du King of the Ring. C'est après avoir fait la finale, il me semble. Il fait la finale et ensuite il affronte Shane McMahon. Il me semble. Ok. Bah parce que vu le match violence, il devait en plus se taper un main event derrière. Mais je trouve ça bizarre qu'il est perdu face à Edge et ensuite il gagne, tu vois. Ouais, mais c'est dans la storyline en fait. Il y a des trucs qui poussent au truc. Ouais, non, mais je l'aurais fait. Ouais, enfin, oui. De toute façon, c'est pas J'ai plus exactement pourquoi. L'ordre du match n'est pas intéressant. Voilà, mais on va arriver à ce match de baiser. C'est le match qui a fait Shane McMahon. Pour l'avoir revu récemment, c'est costaud. Ouais. Parce qu'en fait, Shane McMahon, ça montre à quel point il est complètement fou. Et qui veut montrer à son père que c'est autant un boys que les autres et autant un badass que les autres. Il affronte quelqu'un de très legit, parce que Kurt Angle c'est un vrai tueur, et il va pousser Kurt Angle à aller de plus en plus loin. Donc c'est un match complètement baisé, où il se tape, c'est un street fight. Hein, je crois que le début du match, Shane il fait son fameux saut en mettant un coup de couvercle, un truc comme ça dans la gueule de Kurt. Ils vont se tabasser dans tous les sens, et en fait ils vont arriver sur le stage. Très beau stage, King of the Ring 2001. Ouais, tout en vert, je crois. Tout en vert, justement, ça aura une incidence. Ils arrivent au niveau du stage, et là, chez McMahon, il lui fait en calling à Kurt Angle, il fait balance-moi à travers la vitre. Il fait t'es sûr, tu me balances à travers la vitre, il faut qu'on marque le monde et tout. Sauf que les vitres n'étaient pas gimmickées, c'était pas prévu ça. Et tu peux le voir dans le ne faites pas ça chez vous. Ouais, bah oui. Où il passe pas à travers la vitre. Voilà, donc du coup Kurt Angle l'attrape, c'est un vrai lutteur legit avec une force démentielle. Parce que comme je l'avais dit, ils sont à peu près le même gabarit quand tu regardes. Pas les mêmes muscles, mais le même gabarit. Oui. Shane, Kurt Angle attrape Shane en belly to belly, il l'envoie dans la vitre.
la vie ne pète pas. Shane tombe sur la nuque. Sur la nuque, il se prend Elle est morteau horrible, pilon. cette chute, Elle est horrible, elle se prend morteau pilon tout seul en fait. Ouais. C'est vraiment affreux. T'avais même rajouté dans l'émission sur Kurt Angle que l'arbitre il a Vince dans les oreilles. Oui, il y a le Vince qui hurle en disant stop et tout. Mon fils est mort, mon fils est mort. Kurt Angle, il vient pour récupérer Shane, il fait ça a pas marché, machin, il fait non, tu me rebalances maintenant. Tu me rebalances. Et du coup, je l'ai renoté. Enfin, tu me rebalances. Tu me rebalances. Le Kurt Angle l'a dit, il disait, il arrêtait pas de me dire fais-le encore, il faut que ça passe. Il faut que ça passe et que ça casse. Mais qui est fou, c'est son corps qu'on parle. Il le repasse en belly to belly ou il fait pas? Il le repasse. D'abord, il lui envoie 2 ou 3 belly to belly qui pètent la vitre. Et en fait, Shane était encore complètement fou en disant maintenant tu me repasses de l'autre côté. Et là il dit non mais si je te repasse de l'autre côté, je te fais pas des belly to belly. Et en fait, il l'attrape et il le passe à travers comme ça. Oui, ça va, c'est mieux quand même. Oui, c'est moins. Oui, parce que oui. Et en fait, ce match-là, en plus, Kurt au bout d'un moment, il se prend un coup mal placé qui fait qu'en plus, il était à moitié en commotion. Donc du coup, lui aussi, il était un peu en mode un peu déconnecté, avec l'autre qui lui demande de le terminer. Donc c'est considéré comme l'un des matchs les plus brutals de l'histoire. Ouais, c'est costaud. Ouais. Moi, c'est un match que j'arrive à regarder encore. Moi, le pire pour moi, c'est avec The Rock et Mankind quand ils se mettent les coups de chaise. Ah, quand tu mets des coups de chaise, Quand Mankind il a les bras dans le dos ouais. C'est plutôt Mankind qui met des coups de tête à la chaise. Ouais. Mais ça j'arrive plus. Ouais. Et ça, mais celui-là, c'est non, mais celui-là, il est franchement. C'est quelque chose, celui-là. Un des plus brutals. Et ça a permis à Shane de vraiment forger sa legacy. Hein. C'est parce que tout le monde en backstage a dit, d'abord, ils ont tous dit t'es un peu taré. Et ensuite, ils l'ont respecté. Hein. C'est vraiment encore plus. Ok. Encore plus. À tel point qu'on l'a déjà dit, et on y reviendra sur l'une des dernières rivalités de sa carrière, c'est que l'Undertaker le considérait comme un boys. Oui, ça, tu l'as déjà dit. J'ai dit plein de fois. Tu t'avais dit, il y a 2 choses à parler. Il y a ce match-là, et il y a quoi d'autre aussi? Et l'autre match que je voulais parler, parce que c'est un de ses premiers énormes bumps d'idiot. Tu vois, de considérer comme bump idiot. C'est Il cherche ses notes, notre message, voilà. les amis. C'est ce fameux Leap of Fate, qui fait partie aussi de ses coups signature. C'est sa fameuse descente du coude qui fait de n'importe où. Ah oui. Et en fait, là, c'est une des premières, très 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 marquantes. Excusez-moi, je vais le dire parce qu'on me l'a rappelé durant le live aujourd'hui. Il a un match face à Steve Blackman. Je sais plus c'est quelle année. Donc je m'excuse, je sais qu'il fait un saut, je sais plus si c'est un SummerSlam ou pas. Où il fait un saut, où il grimpe carrément sur l'échafaudage, où il va sauter en plus dos en arrière. Il fait toujours son signe de croix et il se laisse tomber en arrière. Non, il se laisse pas tomber en arrière. Il grimpe pour fuir Steve Blackman. Par contre, vous me redirez dans les commentaires le show parce que je me souviens plus c'est quel show. Ok. Donc en fait, donc tu sais plus si c'est avant ou après le. Okay. Il me semble que c'est dans la même année, mais je sais plus si c'est après ce spot avec le Big. Pour moi, c'est le spot après de celui que je vais parler, mais je sais plus quelle année, quel mois, quel show. Donc en fait, il se fait courser par Steve Blackman, match hardcore. Il me semble que c'est pour le titre hardcore. Et Steve Blackman, lui, il avait l'habitude de taper avec des coups de kendo stick ou des coups de bâton. Donc il court Shane. Et en fait, Shane, il fait un peu les mêmes conneries que les gens ils font dans les films d'horreur. C'est qu'en fait, au lieu de fuir, il grimpe. Oui. T'as comme monter les escaliers, quoi. Et en fait, il grimpe sur les échafaudages du show. Il monte très haut. Mais quand je dis très haut, c'est très 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 haut. Sur vraiment une colonne en fer. Steve Blackman le suit. Et en fait, ils arrivent tous les deux plus ou moins au bout du truc. Et en fait, l'autre peut plus fuir. Steve Blackman lui donne des coups de kendo stick. Et en fait, Shane tombe de dos comme ça. Ah, je l'ai vu, ça. Comme un fou. Et il tombe en bas par terre, quoi. Ouais, avec des tables écrasées, des trucs comme ça. Donc c'est après le spot que j'ai parlé, c'est sûr et certain, parce que j'ai des anecdotes sur le spot que je vais parler. Ah oui, ça, donc là, c'est un 3e point, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. On revient sur le 2e point qui est plus important. Et après, j'aurai une petite anecdote avec Kurt Angle, si tu veux bien. Bah, donne l'anecdote avec Kurt Angle, du coup. Avant de faire ça. Bah, si, comme ça, on reste dans le match avec Kurt Angle. Oui. Alors, excusez-moi. Je m'embrouille un peu parce qu'en fait, j'ai tellement d'anecdotes collées au match que, voilà. Donc là, reste sur l'anecdote collée. Kurt Angle, et après, on revient sur SummerSlam 2001. Donc ça, c'est encore après l'invasion? Non, c'est avant. Ok. Voilà. Oui. C'est avant. T'es sûr? Oui. Bah, l'invasion, c'est pas pendant SummerSlam? Parce que quand Sturry fait le... Ah oui, tu as raison. Donc c'est pas SummerSlam. Dans l'invasion. Du coup, c'est pas SummerSlam, c'est à Backlash. Excusez-moi. Ah, voilà. Je me suis trompé de Juste après WrestleMania. Juste après WrestleMania. Voilà, ok. Voilà, okay. Donc donne déjà l'anecdote avec le match. Bah du coup, le match du Big Show était avant Kurt Angle. Donc j'ai fait une bêtise en fait. Mais c'est pas grave. Donc c'est Backlash into King of the Ring. Ok. Voilà. Donc déjà. Donc j'ai déjà parlé du King of the Ring. C'est pas grave. T'as mis le King of the Ring. Dis ton... Désolé les amis. C'est pas grave. De toute façon, on a juste
mélanger deux années, il n'y a rien d'important. Mélanger les mois. Donne déjà, c'est pas la première fois, puis vous avez l'habitude qu'on se trompe un petit peu dans les dates. Voilà. Donne l'anecdote sur le match de Kurt Angle. Donc c'est un peu avant le King of the Ring. En fait, c'est Shane McMahon va s'entraîner avec il colle un peu Kurt Angle en backstage. Shane, Shane, parce que pour s'entraîner, comme ils vont avoir un match ensemble, ça discute et tout ça. Et en fait, pendant la tournée européenne de 2001, du coup, c'est aux alentours du King of the Ring, tout ça. Kurt Angle et Shane, ils se chamaillent en fait, parce que on avait déjà parlé que Vince McMahon, il voulait coucher Kurt Angle en lutte. Sauf en fait, tout le monde qui est face à Kurt Angle, en fait, ils veulent être legit face à Kurt Angle. Je sais pas pourquoi les mecs sont tarés, en fait. Et Shane veut faire la même. Daniel Pouder, il a essayé. Voilà. Et comme, en fait, Shane, il a une ceinture noire de Jiu-Jitsu, mine de rien. Ouais, ça, on n'en avait pas parlé. C'est pour ça qu'il met ses fameux coups de poing que tout le monde déteste. Alors que le Jiu-Jitsu, c'est plus des prises. Mais c'est vrai qu'il fait certaines prises intéressantes, il fait des triangles, des trucs comme ça dans son moveset. Et du coup, il veut tester Kurt, vu qu'il est champion olympique. Et il veut lui demander un vrai sparring au sol. Donc Kurt, il dit, bon, si tu veux, hein. Personne n'a stoppé la scène. Et en fait, les deux commencent à s'envoyer au tapis de manière legit. Hein. Sauf que Kurt Angle, au bout d'un moment, il dit, il me saoule un peu le gamin, il l'attrape, il le retourne, et il l'étrangle, littéralement. Donc du coup, Kurt Angle gagne, il se lève et dit, c'est bon, t'as eu ton sparring, maintenant, fous-moi la paix. 5 minutes plus tard, Shane revient et lui dit, encore une. Le gars, Et Kurt Angle a dit, ce mec connaît pas la peur, il aurait demandé 10 fois d'affilée s'il fallait. Il voulait voir vraiment. Voilà. Ok, donc maintenant, le match face à Kurt Angle, t'as tout dit? J'ai tout dit, c'est bon. On revient en arrière. Désolé les amis, c'est pas grave. De toute façon, tout ce qui est important de se dire, c'est que tout ce qui se passe là, c'est avant l'invasion. C'est avant l'invasion. C'est le seul truc qui est important de se rappeler. Après, si c'est lors des shows et pas entre guillemets importante en soi. C'est ça. Avant le match des King of the Ring, il y a un match à Backlash face au Big Show. Exact. Donc c'est quoi? C'est Vince qui envoie le Big Show en bras armés. Il me semble que c'est ça, parce que quand j'ai essayé d'étudier, je me suis pas retapé les shows, hein, excusez-moi, j'ai pas trouvé de storyline précise. Ok. Donc il me semble que c'est ça, c'est post-truc et le Big Show a dû l'attaquer, et puis voilà. Et donc du coup, ce match finit par ce fameux saut de con, ce leap of fate. Donc là, ça descend du coup de Mythique, qui fait de la troisième corde, il en a fait beaucoup de la troisième corde à l'extérieur du ring sur la table des commentateurs. Sauf que là, il dit, il va le faire du haut du Titantron. Ouais. Donc on est à plus de 15 mètres. Il y a le Big Show en dessous. Je précise, la Orchefeb, c'était pas prévu. Ok. Donc déjà, ça part en couille, parce que le mec décide encore des spots de fou sans qu'on lui dise. Hein. En plus, c'est vraiment des spots de fou pour sa gueule. Hein. Ouais, pour ça, sa gueule. C'est-à-dire, pour sa gueule. C'est lui qui prend le truc. C'est lui qui prend tout, quoi. Voilà, c'est lui qui prend les risques, quoi. Donc les agents de sécu qui étaient pas les agents de sécu, les agents les bras armés de McMahon, donc les agents backstage qui sont Gerald Briscoe et Pat Patterson, ils l'apprennent juste avant le match où il leur dit les gars, je vais faire ça. Ils essaient de le dissuader et en fait Shane les regarde de manière totalement posée, totalement calme. Vous inquiétez pas, j'ai tout calculé. Sauf qu'il avait rien calculé du tout. C'était un saut totalement improvisé, à tel point que le Big Show, il est couché sur juste 2 tables avec un voile noir par-dessus, autour de la structure, en fait, pour faire croire qu'ils vont passer à travers la structure, oui. à travers le sol, et en fait, c'est juste 2 tables en dessous. Donc c'est vraiment à l'arrache. Je vais citer le Big Show parce que c'est la raison plus drôle. Donc du coup, en fait, ils se combattent, le Big Show est couché, l'autre il monte au-dessus, et c'est là où il commence à faire son signe de croix avant de sauter. Il a vraiment lancé sa descente du coude. Et le Big Show a dit, quand je l'ai vu grimper, j'ai cru qu'il avait perdu la tête. Quand il a sauté, j'ai su qu'il l'avait perdu. Ok, ouais. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et quand il est revenu en coulisses, McMahon était furieux, parce que c'est une cascade qu'il aura envoyé un doubleur. Et il voulait pas que son fils fasse ça, quoi. Ouais. Et non, lui... Je savais pas qu'il y avait des doublures de temps en temps. Ouais, il y a des doubleurs de temps en temps. Même à la WCW, je vais donner cette anecdote de con, le Human Torch match, c'est pas Sting. C'est pas Sting qui est enflammé et qui saute de 15 mètres par terre. Ah bon? Non. Par contre, son disciple, Darby Allin, il le fait. Oui, à l'aise. Et par contre, comme il avait chuté comme un fou de 15 mètres, il s'est quand même fissuré les côtes et il s'est pris une commotion ce couillon. Qui c'est qui gagne face au Big Show? C'est lui qui gagne du coup. Putain. Et sur ce move-là? Ouais, ou le Big... Non, je crois que c'est le Big Show qui gagne parce que je crois qu'il esquive. Non, il tombe sur le Big Show, Ok, non, l'esquive, à mon avis, tu penses de celle de Kane. Ah oui, c'est celle de Kane, esquive, bien vu. Il finit enterré dans le... C'est exactement ça, bien vu. Et donc après, alors là, les amis,
mais c'est-à-dire chercher fils. Moi, je me permets de continuer, donc on est d'accord. L'histoire avec Steve Blackman que tu disais, c'est peut-être dans les Zola, peut-être avant WrestleMania, mais voilà, c'est pour dire à quel point le mec est taré. Exact. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut passer au gros point de l'invasion? Bah, au gros point, on va faire de l'invasion. Ouais, on va faire assez vite quand même, parce que il est pas méga important quand tu regardes. Bah, il est comment? Merde, j'ai plus le mot. Il est valet en fait. Il est. Ouais, il va devenir le valet de Booker T. Ouais, c'est ça en fait. Littéralement, c'est qu'en fait, il est le président de la WCW. Il va se lier tout de suite à Booker T quand il arrive, qui va être la star WCW, qui va. Au moins pendant une semaine. Ouais. Booker T, c'est la star pendant une semaine au premier. Parce qu'après, au début, c'est le. Non, après, il est quand même important. Hein. Après, il est important. Mais par contre, quand c'est lui qui affronte The Rock, hein. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. C'est que par contre, le Booker T, la première semaine, quand c'est vraiment le tout début de l'invasion, où il est à New York, dans le restaurant de la WWE, où il y a Stone Cold et Kurt Angle qui le courent derrière, Booker T, il est tout en haut. Ouais. Une fois qu'on dit à Vince, à propos, t'as WCW sur notre chaîne, quéquette, qui tente le main event face à Buff Bagwell qui a chier. Voilà, Booker T, il est toujours très important, mais plus aussi haut que ce qu'il aurait dû être. Comme c'est une guerre de McMahon et une guerre de WWF contre WWF. Voilà, c'est ça. Booker T, en fait, c'est le permis de carte, c'est pas le main eventer. Exactement. Parce que quand Steve Austin va trahir la WWF pour ce qui va donner l'alliance complète, où c'est Steve Austin le chef de l'alliance, et ben en fait, Booker T il est en dessous. Bah c'est ça. Voilà. Mais je sais qu'ils avaient des gros projets avec lui, mais c'est vrai que, en fait, disons que ce que je veux dire, que j'ai du mal à exprimer, les amis, il est quand même 1h du matin. Je peux avoir un peu de mal, j'ai bossé avant. C'est que, en fait, le Booker T de la première ou de la deuxième semaine et le Booker T de la 4e ou de la 5e semaine, c'est pas le même Booker T. Oui, si tu veux. C'est plus ça que je veux dire. Mais après, il est quand même en rivalité contre les gros. Après, c'est très important parce que sa rivalité avec The Rock, elle est exceptionnelle. Oui. Hamlet, ou Shakespeare, c'est grandiose. Bah, il a aussi le moment avec Steve Austin dans le magasin. Hein. C'est à l'invasion aussi. Ouais, non, mais après, il est important. Mais moi, Shane, à l'invasion, c'est quoi? Il y a le fameux discours de Polyman, où il est là. Mais vraiment, Shane, c'est vraiment un manager. Mais voilà, c'est le manager de Booker. C'est pour ça que je voulais te dire, on pensait faire un gros point, mais non. En fait, et il se prend le plus beau... l'une des plus belles close and from hell, parce qu'en fait, le mec, c'est un grand baiser. Et en fait, il sait qu'il a un Golgoth qui va lui mettre un coup de la corde à linge, et bah lui, il y va. C'est lors d'un match de Booker T, je crois. Bah, c'est Booker T contre The Rock. Et il intervient... ça, c'est SummerSlam. Ça, je crois que pour le coup, c'est SummerSlam. C'est SummerSlam, mais c'est quand c'est The Rock qui embauche les pieds pour dégager Shane McMahon de l'extérieur. Mais il se fait souvent dégager le cul pendant l'invasion, je crois. Hein. Tout le temps. À chaque fois qu'il est face avec Booker T, il y a rien de il se fait chasser souvent par les faces. Alors là, allez voir SummerSlam. Normalement, je pense que c'est SummerSlam, mais il court autour du ring. Bah oui, parce que à l'invasion, c'est le match par équipe. Ouais. C'est le match. L'invasion, c'est sûr que c'est pas celui-là. Oui, c'est ça. Donc c'est SummerSlam. Mais alors SummerSlam, il court autour du ring et il y a Bradshaw qui lui met une. En fait, il tourne autour du ring parce qu'il y a Farouk qui le course. Voilà. Et en fait, de l'autre côté, il y a l'autre bourrin qui l'attend. Et là, vraiment, il le tartine. Vraiment, Shane McMahon, en fait, il court comme s'il allait rien se prendre. Non, c'est vrai que. Vraiment, c'est, en fait, quand il prend sa chute après la close and from hell, il ne vend pas. C'est réduit réel, en fait. Il y va comme un boucher. Les gars, je suis vraiment désolé, les amis. J'aurais essayé, mais c'est vrai que le time code, je l'ai complètement envoyé se faire foutre. Non, bah voilà. Parce que c'est trop décousu. Je te l'avais dit. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'il y a important pour lui ensuite? Moi, je pense que c'est la rivalité face à Kane. Est-ce qu'il y a quelque chose entre l'invasion et la rivalité face à Kane? L'invasion, l'alliance va être dissoute parce qu'ils vont perdre. Oui. Voilà, parce que Kurt Angle était la taupe. Oui. En fait, Kurt Angle, il va faire croire qu'il trahit aussi la WWF pour rejoindre la WCW, mais en fait, c'est la taupe. Et donc, du coup, il va coûter le match à l'équipe Alliance. Ouais. Voilà. Et Chris Jericho, il va trahir la WWF juste parce qu'il voulait taper The Rock aussi. Ouais, bon. Après, de toute façon, à l'Alliance, Shane, il a rien d'important. Ouais, voilà, c'est ça. Sa prochaine rivalité, c'est Kane. Ouais, donc 2 ans après. C'est 2003, je crois, la rivalité. Ouais, c'est 2003. 2003, non, c'est 2003. C'est 2003. C'est 2003 parce que c'est au moment où Kane après devient legit pour aller affronter Triple H et dans le Triple Threat avec Triple H. Il s'est retenu. Ah, je l'ai dit quand même, mais il devient legit parce que cette rivalité-là, elle est attends, le match de l'ambulance, il est, je sais que c'est un vengeance peut-être ou un truc comme ça. Non, c'est Survivor Series parce que c'est derrière, il enterre l'Undertaker derrière. Non, c'est pas ça? Non, parce que le match de l'ambulance, c'est le jour où Goldberg bat
Triple H pour devenir champion. Ah oui, donc c'est Parce que j'ai le DVD. du coup c'est Unforgiven. C'est une Forgiven. C'est Unforgiven. Une Forgiven 2003. Voilà, ouais, c'est ça. Où là, il devient champion. Après, peut-être qu'il y a d'autres matchs avec Kane. Hein. Le premier, c'est peut-être un I Quit match ou. Oui, bah oui, pour moi, l'ambulance, c'est à Survivor Series et c'est derrière, il enterre le Taker. Ouais, c'est possible. Bon, Parce qu'en fait, Kane, il a son match de championnat durant la rivalité avec Shane McMahon. Ouais, Il a toujours rivalité avec. ouais. C'est ça. Oui. Il vire pas même Shawn Michaels. C'est pas dans cette année, c'est pas dans ces moments-là où Kane vire Shawn Et Michaels. c'est après, c'est quand il C'est est un avec peu plus Lita. tard. C'est quand il est avec Quand il Lita. est avec Lita. Ok. Qui dégage Shane McMahon. Désolé, hein, je cherche les trucs. Mais bon, cette rivalité avec Kane. Donc du coup, juste avant, j'ai une petite anecdote que j'ai envie de parler. Vas-y, Parce qu'on est en 2003, justement. Donc en fait, Shane, durant cette période-là, il est plus à l'écran, mais il est derrière. il est derrière. Et en fait, on va le faire revenir pour cette rivalité avec Kane, parce que justement, Kane va s'en prendre à Linda McMahon. Donc c'est pour ça que Shane apparaît toujours. Oui, parce que c'est la maman. Alors, je peux contextualiser, tu me permets. Vas-y, et après je donne ma petite Alors, anecdote. donne ton anecdote et je contextualise après. Shane, il a lancé justement aux alentours de 2003 des concours complètement cons. Des jeux avec les boys, comme je dis, c'est un Oh, boys. là, tu parles backstage. Backstage, c'est un boys. Donc c'est le Crazy Shane Challenge, entre guillemets, quoi. Super. Et en fait, c'est un gros concours de débiles avec des catcheurs. Demi-card, encore une fois, demi-card et de low-card. Pour montrer que moi, c'est vraiment un boys, et comme je vous avais dit, il s'entraînait avec les low-carders. Et du coup, c'est durant une tournée en 2003, Shane lance un concours débile avec les catcheurs. Celui qui peut faire le saut le plus dangereux depuis un meuble, un mur, un vestiaire, whatever. Les participants, Shane, Test, Rhino et Hurricane. J'imagine pas Test rigolo dans la vraie vie, mais bon, ouais. Voilà, ok. comme quoi. Ouais. Et en fait, le but, c'est que les mecs commencent à sauter des casiers, sur des tapis en se filmant. Donc en fait, les mecs sont catcheurs dans la plus grosse fédération du monde. Et en fait, ils font du backyard en backstage comme des gosses, comme des idiots. Résultat. Test blesse légèrement au genou. Vince apprend l'affaire, il interdit le jeu. Et Shane dira, on s'ennuyait entre deux vols d'avion. Oh, un idiot. Ah oui, c'est vraiment le truc débile. Voilà, donc ça me faisait marrer. Mais ça, ce que je te propose, c'est on termine la rivalité avec Kane, et après on prend la deuxième pause. Mais là, on fait Kane. Ouais, mais Et après Kane, juste avant Kane, il faut quand même qu'on parle qu'il a fait partie du vol de l'enfer aussi. Ah, il était dans le fameux vol. Il était fameux dans le vol de l'enfer. Par contre, tu fais pas le vol En entier, non, je dis juste que, en fait, lui, ça a été un des mecs qui a essayé de calmer le jeu. Ouais. Et essayer de contrôler le truc. Il n'a pas réussi. Hein. Mais lui, il a fait aucun débordement. Et en fait, il n'était pas dans le wagon. Désolé. Dans la partie, ouais. Dans la partie des McMahon. Dans la partie qui était complètement pas avec les catcheurs. Lui, il switchait entre les deux. Il allait voir les catcheurs, en fait. Et il voyait les gars faire des dingueries. Mais il voyait les gars faire des dingueries. Ric Flair à poil. Voilà, oui, il a essayé de faire les médiateurs, et tout ça. Donc, Normalement, il y a des mecs qui auraient dû finir en tôle, dans ce vol-là. Bah, si on n'avait pas mis de l'argent, oui. Ouais, parce que les hôtesses de l'air, quand même, avec Ric Flair bourré, ça doit être limite. Hein. Ça a jamais été jusqu'au bout, mais il y a des trucs quand même assez chauds durant ce match. On fait la rivalité avec Kane. Alors, Kane, c'est le moment où il est démasqué. Oui, c'est peu après qu'il se démasque. Quand il se démasque, il affronte Rob Van Dam dans le premier match où il est démasqué, je crois. Oui. Parce que la truc, c'est que Kane a un match face à Triple H pour être champion. Oui, sauf si Triple H, s'il gagne, il est champion. S'il perd, il doit se démasquer. Exactement. Il se démasque avec il explose Rob Van Dam. Après, il a une interview très sympa avec Jim Ross où il le crame. Oui, moi j'aime bien, Les gens ils disent que c'est kitsch, mais moi j'aime bien. C'est pas mal, c'est dans notre premier générique. Oui. Ensuite, mais moi je te poserai, moi j'ai une hot take par rapport à ça. Je trouve que finalement cette rivalité était pas si pourrie que ça. On l'a dit dans la vidéo sur Kane. Hein. Pour nous, on a essayé de la réhabiliter. Pour nous, c'est une vraie bonne. Et Kane, comme il est complètement taré, je crois qu'il shoot Linda McMahon et du coup Shane McMahon vient. Bon, j'ai un peu. Ouais, il met un Thompson même, Linda McMahon. Voilà. Et du coup, Shane vient pour affronter Kane. Donc c'est finalement le premier vrai rival en pay-per-view de Kane démasqué. Oui, parce que Van Dam, je crois que ça switch un peu dans la rivalité, mais c'est pas en pay-per-view. Moi, je me rappelle d'un match en cage où Van Dam passe à travers la cage et que Bischoff il a dit non, c'est pas fini. Voilà. Et du coup, c'est une rivalité beaucoup, comme on avait dit, allez voir la vidéo sur Kane parce qu'on la retrace totalement. Beaucoup de gens trouvaient ça un peu kitsch et que c'était pas intéressant, que c'était trop machin. Mais nous, en tant qu'adolescents, quand on regardait à l'époque, Kane nous terrifiait. Kane, et on se mettait à la place de Shane McMahon de défendre sa mère. Quoi. Et puis tu te dis que Shane, il était complètement, il va pas tenir 2 minutes, tu te dis. Oui, surtout qu'il va prendre cher. Bon, il va faire 2 tentatives de meurtre quand même sur Kane. Il va tenter de le défoncer en voiture.
Ouais, et puis il va le pousser dans la caisse en feu. Ça, là. c'est génial. C'est à la fin d'un Raw. Ouais, dans la benne en feu. Tu te dis, il y a la benne qui prend feu. T'as Kane qui prend Shane sur les épaules. Tu te dis, ça y est, c'est fini. Moi, je me cachais les yeux, quand même. Ouais. Et j'étais jeune, hein. J'étais jeune, j'avais 18, 19 ans. 2003. 2003. Ah, j'avais 17 ans, Ouais. 17 ans. Et en fait, c'est Shane, il arrive à se libérer des bras de Kane, il le pousse Oui. avec un dropkick. Il lui met un dans le truc. C'était super. Ouais, moi je trouvais ça Moi, cool. ça, c'était génial. Et les gens, l'autre segment que les gens critiquaient, mais moi, pareil, j'étais resté scotché, abasourdi, mais pareil, j'étais jeune. Donc peut-être en étant adulte et pas avoir le prix de la nostalgie, peut-être j'aurais trouvé ça con. C'est quand il lui électrocute les couilles. Qu'il l'attache au poteau du ring à l'extérieur, il lui bloque les jambes avec les escaliers, il sort une petite batterie, et là c'est vrai que ça fait très cartoon, parce que du coup, comme l'allumette de Randy Orton qui te fait péter les plombs. Ouais, mais alors en fait, l'allumette de Randy Orton qui me fait péter les plombs, j'ai appris qu'en fait en Amérique, ils ont des allumettes qui s'allument contre les arbres. Ouais, oui, mais moi, c'est vrai que ça c'est cartoon. C'est vrai que ça fait... Et là il fait pareil, il prend les deux câbles de la batterie, il fait tchic, tchic, on voit des éclairs, et du coup, il lui colle sur le froc, et là, l'autre se fait électrocuter les couilles. Et il se pisse dessus, ouais. Alors, je peux comprendre que c'est kitsch, mais par contre, moi, c'est vrai que ça me faisait... Moi, Ken, de toute façon, Ken démasqué me faisait flipper. Ah oui, là, mais il le jouait trop bien. Hein. La serviette noire, ouais. Il vient attacher, je crois, à un moment même. Au début, il vient attacher. Ouais, Ken, c'est violent. Après, par contre, tu vois, je pourrais pas te dire combien il y a de matchs dans la rivalité. Je crois qu'il y en a 2. Il y en a un ou deux, pour moi, il y en a un ou deux. Ouais. Il doit y avoir un I Quit et un ambulance. Ouais, ou un truc comme ça. Ouais, il y a un Street Fight à la con, comme tu dis, I Quit. Et mais c'est il plus me ça, semble que tu as raison. Mais l'ambulance, je m'en souviens très bien. Il me semble que tu as raison. Le Unforgiven, c'est pas un ambulance. Oui. Parce que le Unforgiven, c'est Shane, le match se finit parce que Shane, justement, saute du Titantron, Kane l'évite, et il se retrouve enfoncé dans c'est un Last Man Standing. Et il se retrouve bloqué, en fait, sur l'entrée, le stage d'entrée. Voilà, c'est ça. Il me semble que c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est le finish de Unforgiven. Et moi, j'ai le souvenir de ces matchs, c'est pas mauvais, c'est divertissant. Et je voulais parler du dernier. Divertissant. C'est violent quand même. C'est violent. Moi, ça se laisse regarder. Moi, je veux parler du dernier. Moi, je veux parler de l'ambulance. Eh ben, vas-y. Même si on en a parlé dans la vidéo de Ken, je le redis. Moi, j'adore ce match. La vidéo de Ken, elle date. Donc, j'adore ce match. Parce qu'il est vraiment d'une violence, il y a vraiment une grosse intensité. Kane, là, il est torse nu. Il a pu la grenouillère. C'est pas SummerSlam. Non, c'est sur Your Series. Parce que derrière, Kane, il enterre le Taker juste derrière. Il intervient durant le match de Vince McMahon face à Undertaker et il enterre l'Undertaker dans le cœur du match. J'en suis convaincu. Ok. Donc du coup, en fait, il l'affronte. Oui, non, t'as raison. C'est moi qui suis débile. Ça peut pas être SummerSlam parce que... Non, t'as raison. T'as raison. Parce que Kane, en fait, après la rivalité face à Shane, justement, où tu avais dit, il y a le match pour le titre, le Triple Threat. Donc non, t'as raison. Parce qu'à SummerSlam, Goldberg, il est dans l'Elimination Chamber. Bah oui, c'est pour ça que c'est Chamber. Donc et derrière, il a son match de championnat après avoir aidé Vince McMahon à tuer le Taker. C'est Armageddon. Oui, non, mais t'as raison. Donc, oui, dans la... 100% raison. Voilà. 100% raison. Voilà. Tu m'as fait perturber parce que je me suis dit mais... ce match avec le Triple Threat était avant, mais non. Non, t'as 100% raison. Le Triple Threat, il est après SummerSlam. Il est, oui, non. Il est après SummerSlam. Ouais, il est même après. Voilà. Ce match de l'ambulance en série, c'est pas mal. Ouais. Moi, je l'adore parce qu'il est bien violent. Shane, il est complètement fou. Et j'adore les 2 segments de fin. Donc, l'un des segments, non, déjà, c'est au début. C'est au début ou c'est au milieu? Je sais plus à quel moment du match, mais Shane McMahon, c'est un grand baiser. Il couche Kane par terre, il lui met une poubelle. Et en fait, ils sont au niveau de l'ambulance. Il peut pas faire le coast to coast, il n'y a pas de corde. S'il le fait quand même. Il monte sur l'ambulance. Il court du toit de l'ambulance et il met un coast to coast, donc il saute direct par terre. C'est un truc de fou. Il saute direct par terre en mettant les 2 pieds dans la poubelle et dans la tête de Kane. Et le truc, moi, qui m'avait ultra marqué, c'est le tombstone de Kane. Donc en fait, Kane, déjà, il pète la porte dans la tête de Shane McMahon. Et la porte de l'ambulance, il lui envoie comme un boucher. Ça fait un bon gros bruit. Et il l'attrape. Il lui met un tombstone sur le concrete, comme on dit, sur le béton. Et j'ai toujours... Alors, hot tech, tiens, on va refaire un rebondir sur notre vidéo. Je préfère le tombstone de Kane à celui du Taker. Ok. Voilà. C'est vraiment une hot tech. Intéressant. Parce que le Taker, il soulève il se met sur la pointe des pieds et il tombe à genoux. Kane, il se laisse tomber. Oui, non, mais Kane, il saute direct à genoux. Et en fait, quand il le fait sur Shane McMahon directement sur le béton, on a l'impression qu'il lui plante le crâne dans le sol. Il le tue, donc c'est génialissime. T'as raison. Du coup, il chope son corps inerte, il le balance dans l'ambulance et du coup, finish McMahon. Ah, c'est génial, ça.
Et on voit plus Shane pendant un moment. Ah bah, on va le revoir qu'en 2006. En fait, tous les 3 ans, en fait, entre guillemets. Alors en 2006, par contre, j'ai aucun souvenir de ce qu'il fait. Mais bien sûr que si, tu sais. C'est DX. Oh putain, oui. Oh putain, que je suis con. Oui. C'est arrivé face à Shawn Michaels. Oui. D'abord. Oui. Où il fait partie. Oui. Mais là, il redevient le fils de Vince. Il redevient le fils. Qui est de son père. Voilà, le fils à papa, ouais. Exactement. Alors écoute, on fait notre pause. Ouais. Tu fumes ta petite cigarette et on enchaîne avec ça. Ouais. On reprend notre petite pause. Mais ça y est, ce que je te propose, parce qu'il commence à se faire tard, on est fatigués tous les deux, c'est que tout ce qui est partie DX, on le fasse très vite parce qu'on l'a traité dans la vidéo sur la DX. Je suis d'accord. Et en fait, il est important parce qu'il est avec Vince, mais c'est surtout Vince qui est le point central. Ouais, lui, c'est son sidekick. Lui, il vient aider son père dans la rivalité avec Shawn Michaels. Ouais. Plusieurs fois, hein, avant WrestleMania. Il est là dans le match. C'est lui qui élimine Shawn Michaels du Rumble. Même. Oui, bah c'est, oui. Il est là, dans le fameux match à WrestleMania qu'on trouve très fun tous les deux. Oui, où il finit dans les fesses de son père. Ouais, et où il se fait menotter aux cordes, et il demande à Shawn Michaels en priant de pas tomber sur son père parce qu'il est gentil. Ouais. Voilà, il affronte Shawn Michaels et Dieu à Backlash avec la fameuse une de mes promos préférées. Une de tes promos préférées dans l'église. Ouais. Et où quand Shane McMahon vient Dieu punis-nous, quand Vince McMahon vient Dieu punis-nous, t'as l'autre il se recule. Voilà, tout ça. C'est exceptionnel. Mais bon, en fait, il sert d'adversaire à DX avec son père. Dans le ring, il est foufou. Dans le ring, c'est un peu fou. C'est où il vole des prises de catcher, il fait des angle slam. Ouais, bah il fait des Argentine Neckbreaker. Le match à SummerSlam, les McMahon vont faire toutes les meilleures prises par équipe de l'histoire de la WWE. Oui, toutes les prises des Power Team. Le Heart Attack, le prise de la Legion of Doom, la Powerplex, le Doomsday Device, c'est ça? Doomsday Device, voilà. Powerplex. C'est fun. Après, le problème, c'est que la DX gagne alors que dans ce match-là, t'as le Big Show, t'as Trevor Murdoch, Lensked, le Spirit Squad, Umaga, et c'est quand même la DX qui s'en sort. Et après, il y a un match très fun qui clôture cette rivalité-là face au McMahon. Je crois que c'est dans un Hell in a Cell avec le Big Show. Exactement. Où c'est très sympa. Moi, c'est un match fun. Moi, je l'aime bien, moi. C'est un match fun. Et où, à la fin, en fait, DX pète le marteau, Triple H pète le marteau. Dans la nuque de Vince. On ne revoit plus Shane jusqu'en 2008, pour un rôle important. Oui. Il doit se faire stunner par Stone Cold pour un épisode anniversaire. Ouais, où il stun toute la famille McMahon. Voilà, il y a rien d'important. Il arrive en 2008 pour affronter Randy Orton. Voilà. Donc il s'en prend à Randy Orton parce qu'il s'en est pris à Vince. Ouais. Qu'il a punté Vince. C'est le moment où Vince commence à devenir que Orton est Air vs in my head. Voilà, et qui pun tout le monde. Oui, il pun tout le monde. Donc du coup Shane il va défendre son père, il s'en prend à lui. Il va se faire beatdown par Randy Orton et Legacy. Il va se faire massacrer. Et en fait en début d'année, après que Randy Orton ait gagné le Rumble, c'est à No Way Out il me semble. Où ils vont s'affronter. Oui. Donc encore une fois, Street Fight. Et ça se passe mal parce que justement, Orton, aidé par The Legacy, il défonce, encore Shane. Il se refait redéfoncer, il se fait punt. Voilà, c'est ça. Et du coup, il est out. Oui. Et en fait, du coup, il sera pas là où Stephanie va se faire attaquer par Randy Orton, qui va faire que Triple H va faire le save, et qui va lancer la grosse rivalité Randy Orton, Triple H. Voilà, où il me semble que Triple H gagne à WrestleMania. Oui, c'est confirmé, oui. Et du coup, à Backlash, c'est une simulation de con. J'allais dire, Vince Russo est présent, presque, parce que l'histoire... Voilà, c'est qu'en fait, Triple H, il est tout seul face à la Legacy qui continue de l'attaquer. Randy Orton veut le titre. Et en fait, il va avoir du backup. Et le backup, ça va être Batista et Shane McMahon. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure en début d'émission, où ce match-là, je me suis dit, c'est cool, je vais revoir Shane. Tu vois? Et en fait, le but, c'est que si Triple H perd, enfin, quelle que soit la personne qui prend le tombé, Randy Orton est champion. Si l'équipe de Triple H perd, Randy est champion. Et c'est ce qui va arriver. Je crois que c'est Shane qui prend le tombé. Il me semble que c'est Shane, ouais. Je mettrai pas ma main coupée. Je sais que Triple H se prend la tête avec Batista durant le match, parce que Batista, en fait, il en a tellement marre des autres qui le poussent à bout. Il est au bord de se faire disqualifier, parce que je crois même que s'il se fait disqualifier, Triple H perd le titre. Oui, c'est, je sais plus. Et je sais que je me souviens d'un segment, ça me flash, où en fait Batista est au bord de mettre un coup de je crois, à Cody Rhodes, ou à Teddy DiBiase, et en fait Triple H rattrape la chaise par le dessus en disant non mais arrête, j'ai pas de mon titre. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je crois qu'il continue quand même à affronter Orton. Il me semble pas. Je pense qu'après le match là, on le voit plus. Je sais pas s'il y a pas encore un truc après. Enfin bref, de toute façon,
ça amène de toute façon à son départ en 2010. Ça amène son départ, c'est ça, en 2010, parce que on y reviendra après, au niveau du backstage et au niveau de sa place dans l'entreprise, de sa relation avec son père et de la relation avec sa sœur, fait qu'il va se barrer. Ok. Ouais, t'as raison. À Backlash. Donc voilà, et le 16 octobre, il annonce officiellement son départ de la compagnie, qui prendra effet le 1er janvier 2010. C'est ça. Voilà. Et du coup, on va pas le revoir pendant 6 ans. Et il va faire son retour justement en 2016. L'un de mes retours préférés, tout catcheur. Parce qu'il il a tellement d'émotions quand il fait son retour. Il a la classe. Le public lui réserve une ovation de fou. Et mais lui, il sort de son personnage, il en pleure. Il me semble qu'il pleure. Ouais, il a les larmes. Parce qu'il a les larmes, parce qu'il s'attendait pas à ce qu'il a un accueil comme ça. Il a des baskets rouges. Je me rappelle. Des baskets, il commence à être grisonnant au niveau des cheveux. Vince veut lui serrer la main. Je sais pas pour toi, quand il est comme ça en 2016, il me fait rappeler Matt Leblanc, l'acteur de Joey dans Friends, au même âge. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est un peu le même style. C'est vrai. Et vieillit, mais avec la classe. Voilà, c'est ça. Et en fait, il arrive pour confronter Stephanie et Vince McMahon en disant « Je veux le pouvoir du show rouge ». Voilà. Donc il demande d'être le chef de Raw. Chose qu'il avait déjà demandé à Vince des années auparavant, parce qu'il me semble que, je vais dire 3 mots, juste avec la rivalité avant Kane, il doit affronter Eric Bischoff pour le poste de général manager ou un truc comme ça. Mais c'était pas important, on en a pas parlé. Et c'est surtout qu'en fait, il fait son retour après avoir fait son petit bonhomme de chemin, et qu'en fait, il est face aux 2 dirigeants WWE, il dit non, mais moi je suis un McMahon aussi, je veux ma place. Oui, bah c'est l'époque. Donc en fait, c'est une rivalité qui touche un peu la réalité. Ouais. Et en fait, le Vince McMahon, il fait. Tu peux pas venir et réclamer quelque chose comme ça, t'es parti depuis longtemps, et Stéphanie est dure dans ses mots. Hein. Oui. Sa promo, je crois qu'elle lui envoie vraiment des Même si au début, je crois que c'est Stéphanie qui le fait revenir pour faire chez son père ou quelque chose comme ça, et que finalement après, les deux, ils... Non, je crois qu'elle est dégoûtée quand elle le voit revenir directement. Ouais, ça doit être ça, ouais. Si. J'adore quand il veut lui serrer la main et que lui, il lui baisse la main, ouais. Ouais, c'est beau, ça. Et Stéphanie, vraiment, c'est elle, aux promos, elle est encore plus violente que son père, ouais. et elle le met plus bactère en disant, bah, t'es un lâche qui s'est barré. En ouais, gros, c'est ça. Tu expliqueras tout à l'heure, hein, dans la entre guillemets 3e partie de l'émission, tout ce qu'il a fait pendant ces 6 années-là. Bien sûr, voilà. Bien sûr, je sais vraiment pas. Du coup, si je me permets, si je me trompe pas, je fais marcher les souvenirs, tu me dis si j'ai raison. Vince lui propose un deal. Oui. Si tu veux les commandes de Raw Live, j'allais dire, mais de Raw, il faut que tu battes un certain catcheur à WrestleMania. C'est ça, et que c'est moi qui vais décider le catcheur que tu vas affronter. Voilà. Et en fait, Vince McMahon envoie dans la vraie vie son bras droit, l'un de ses bras droits en vrai. Sauf que là, du coup, en fait, l'Undertaker, si tu regardes bien, en fait, il est heel. Du coup, il reste dans son personnage, mais c'est le bras armé de Vince. Ouais. Et du coup, il lui envoie l'Undertaker. Sur le papier, il est heel. Dans le cœur des gens, non, il ne sera jamais heel. Mais du coup, c'est là, c'est quand même le bras armé de Vince quand tu regardes. Ouais, et puis là, tu te dis, à WrestleMania, t'affrontes le Taker. Bon, bah. Il avait déjà perdu. Hein. Oui, il avait déjà perdu face à Brock. Donc du coup, tu te dis peut-être que Shane, avec son retour, il y a un moyen qu'il batte le Taker. Et en fait... C'est pas Hell in a Cell ou un truc comme ça? C'est un Hell in a Cell. Donc retour d'un Hell in a Cell à WrestleMania, c'est cool. Ouais. Après, le dernier, c'était face à Triple H avec Shawn Michaels. Là. Oui. La fin d'une ère. La fin d'une ère, qui n'a pas été. Et en fait, ce match-là, de base, il me semble qu'il n'était pas prévu. Mais c'est WrestleMania 32, c'est le show des éclopés. Ah, c'est parce qu'il y a plein de blessés. Il y a plein de blessés partout. Parce qu'en fait, du coup, c'est pour ça que Triple H est dans le main event face à Roman Reigns. Parce qu'il y a personne. Parce que ça devait être cette Rollins. C'est le fameux où c'est Triple H qui est champion au Royal Rumble. Exactement. Ok, parce que tu sais, des fois dans les dates, je peux me tromper. Ouais, non, c'est exactement ça. Si je dis pas de bêtises, c'est totalement ça. Et du coup. Cette Rollins qui s'était. Du coup, ce 32, c'est en 2017. Hein. Il fait son tour en 2016, mais le match est passé en 2017. Il me semble que c'est ça. Bon, après, de toute façon, l'année est pas importante. Pas important, mais c'est WrestleMania 32. Ouais, voilà. Le match face à l'Undertaker. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. C'est l'idée, je comprends pourquoi ils veulent la faire et tout, mais même si Shane a toujours été considéré comme un boys et surtout très respecté par l'Undertaker, on y reviendra dans les anecdotes quand je parlais de backstage. Taker est très content d'affronter Shane et tout ça, mais aux yeux des fans à ce moment-là, Shane revient et en fait on se dit Taker contre Shane à WrestleMania, ça passe sa place. Shane, même si les gens adorent Shane, ils étaient d'accord de le voir dans un match à WrestleMania. Je pense que les gens auraient été d'accord, mais pas face au Taker, quoi. Bah ouais, surtout que le Taker commençait déjà à perdre un peu de sa superbe et il a une condition physique à WrestleMania dégueulasse. Le Taker? Ouais.
Parce que c'est vraiment le moment où le Taker ne catch plus qu'une fois par an. Ouais, Et tu te rappelles, nous on disait souvent, toi et moi, le fait de catcher qu'une fois par an, je pense que c'était l'une des pires décisions possibles pour le Taker. ouais. Parce que tu ne prends plus de bump pendant une année, ton corps rouille un peu, et quand t'arrives à WrestleMania, t'es complètement... Bah là, il a déjà récupéré les pantalons de cuir, hein, tellement il est plus, parce qu'il est gros. Ouais. Il est gros, donc du coup, il a remis des pantalons larges, il peut plus se mettre en grenouillère qu'on adore, parce qu'en fait, le physique est pas bon. ouais. Enfin, Shane aussi, ça faisait longtemps qu'il avait pas C'est même, il y a ses gosses. Oui, il fait son entrée avec ses gosses, donc Here Comes the Money, ils ont tous le même t-shirt que lui, la même jersey que lui, donc c'est cool, j'aime beaucoup les jerseys. Ouais, la tenue est cool. Et pareil, quoi, il prend un bump débile. Et il prend un bump débile, en fait, ce match-là est là que pour le bump, en fait. C'est de la WWE actuelle, mais déjà en 2017, quoi. En fait, c'est même plus, entre guillemets, si tu me permets, un angle qu'un match, quoi. Presque, ouais. Parce que ce qu'il faut s'emmener à ce bump-là, c'est quoi? C'est il tombe du haut de la nouvelle cage, parce que depuis quelques temps, c'est plus la cage NSL comme nous on avait connu, où c'est pas très, c'est haut mais pas très haut. Là, c'est celle qui fait le double. Parce que justement, c'était le but, c'est que les mecs ne grimpent pas au-dessus. Oui, c'était pour plus que les gens aillent au-dessus. Et lui, il grimpe et il tombe. En fait, il couche l'Undertaker sur la table. C'est un bump en plus vraiment mal fait parce qu'on voit que le Taker, il est à moitié couché sur la table pour qu'il puisse s'enfuir. Et que la table est un peu gimmickée, ça se voit en plus. Et du coup, il fait son saut devant ses gosses en plus. Donc, du coup, il perd le match. Évidemment. Et comme il a perdu le match, il arrive quand même à obtenir le poste de chef de SmackDown Live. C'est ça, il devient commissionnaire de SmackDown Live. Pendant que Stéphanie devient commissionnaire de Raw. Et il parce choisit. qu'en fait, comme il a le respect de l'Undertaker, Vince a quand même eu le respect de son fils parce qu'il a quand même eu les couilles d'affronter l'Undertaker et de faire un saut de con. Il lui donne quand même accès à SmackDown. Ils sont en rivalité complète. En fait, sa rivalité face à sa sœur, entre guillemets. C'est SmackDown versus Raw. C'est un peu SmackDown versus Raw. Ouais. Elle choisit comme General Manager Mick Foley. Oui. Lui choisit Daniel Bryan. Il choisit Daniel Bryan. Daniel Bryan qui, normalement, à l'époque, il est en retraite. Ouais, il est en retraite. Voilà. Où il y a l'anecdote incroyable sur Bryan, qu'à ce moment-là, il voit AJ Styles, Dean Ambrose et John Cena dans le ring, il fait, mais putain, je dois être là. Ouais. Je dois être avec eux, quoi. C'est ultra triste pour Daniel. Émission un jour. Ah bah oui, évidemment. Bryan Danielson, sur 6 heures. Hein. Ouais, c'est pas grave. On le fera pas Bad Night. Hein. Ça, je te cache pas que ça commence à être dur. Ah, ça commence à être dur. Donc, on continue, on enchaîne, mon ami? On enchaîne, et en fait, sa grosse rivalité, justement, pendant qu'il va être commissionnaire, c'est face à un catcheur que j'adore, que tout le monde adore, AJ Styles. Donc, du coup, en fait, c'est parce que AJ Styles est dans son rôle de champion. Et en fait, il va perdre son titre dans... Un AJ Styles, les gars, important, il est face encore à l'époque. C'est ce qui va le faire tourner heel. Ah, il redevient face après, alors. Ouais. Il redevient face quand il... Après, ouais. Après, ok. C'est là, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, attends, je dis de la merde, il est déjà heel. Oui, parce qu'il fait son face turn avec Shane. Oui, il est champion en étant heel. Voilà, il fait son face turn après. Oui, ouais, voilà. je suis bête. Donc ça mène à un match entre les deux à WrestleMania, mais pas pour le titre. Pas pour le titre, parce que en fait, il va perdre son titre à l'Elimination Chamber. À cause de Shane ou pas? Non, pas du tout. Non, en fait, il va perdre son titre dans l'Elimination Chamber où Bray Wyatt va enfin devenir champion. Ok. Donc non, il perd son titre face à John Cena au Royal Rumble. Il va déjà commencer à insulter en fait l'autorité en disant on me donne pas le je suis pas considéré à ma juste valeur, j'en ai marre. C'est ça. On me laisse pas être le catcheur que je veux être, on me laisse pas être le machin. C'est ça, il fait un peu la pleureuse. Il a une possibilité de récupérer le titre à l'Elimination Chamber. Il va le perdre parce qu'en fait c'est Bray Wyatt qui va devenir champion, donc Cena va perdre son titre. En plus, il fait la finale face à Bray Wyatt. C'est qu'en fait, Cena se fait éliminer avant. Ouais, ok. Donc on sait qu'on va avoir un nouveau champion, on pense que AJ Styles va le récupérer, mais non, c'est Bray Wyatt qui devient champion. Bray Wyatt, il est dans son bisbee avec Randy Orton. Ouais, donc ça, on s'en fout. Voilà, donc il va continuer de se plaindre comme quoi il a pas gagné face à Shane et à Daniel Bryan. Et en fait, il va avoir un dernier match pour décider qui va aller affronter Bray Wyatt à WrestleMania. Parce que Randy Orton, comme un couillon, il a gagné le Rumble, mais comme il était sous le joug de Bray, il a dit qu'il renonce à son titre. Ah oui, c'est la fameuse époque où Orton fait partie de la Wyatt Family. C'est à chier par terre. Ouais, non, mais c'est nul. C'est ce WrestleMania là où il y a les PowerPoint, ouais. PowerPoint de verre dégueulasse, c'est ça. Ou même moi, j'aurais fait un meilleur montage. Ah ouais, clairement. Ouais. Donc du coup, il va perdre un match de One Contender face à Randy Orton. Je crois qu'il y a AJ Styles toujours les amis. AJ Styles. Et en fait là il vrille. AJ Styles vrille, pète un câble. Et il s'en prend chez McMahon, il le défonce. Et du coup, à WrestleMania, arriver, voilà il va affronter Shane à WrestleMania. Et là les amis, il me semble que c'est l'opener. On s'attend tous, on dit putain AJ Styles il est face à Shane McMahon quoi. Je me souviens à l'époque on se dit
tout le monde était dégoûté, en fait. Surtout un an avant, personne n'avait envie de voir Shane contre le Taker. Ouais, déjà. Et en fait, encore une fois, on se dit, Shane, il est face à un gars qu'on n'a pas envie de voir non plus. On veut pas que Shane, il affronte un AJ Styles. AJ Styles, ouais. AJ Styles sort d'un règne de champion. On était hyper content qu'il soit enfin champion. On se dit, il va peut-être affronter Cena, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois. Et donc, il affronte Shane. Et là, avant le match, tout le monde ne veut pas voir ce match. Et putain. Ça, c'est un bon match. Je pense que c'est peut-être même le meilleur match de WrestleMania 33. Ok. Sans compter le retour des Hardy Boys pour le côté... Au tout début du show avec les... C'est au milieu du show. Oui. C'est parce que le New Day et le host. Avec oui, où ils disent, il nous reste une équipe, et puis ouais. bon. Mais, ce Shane McMahon contre AJ Styles, le match est génial. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Ok. Parce que, en fait, le match AJ Styles, il est parfait. Styles. Voilà, il est parfait. Mais Shane McMahon, il suit. Il tente des trucs ultra cool. Il fait du bon catch. Et ce malade tape un shooting star press dans le match. Shane McMahon fait un shooting star press. C'est canon. C'est canon, hein, ce que je viens de dire. À 47 ans. Voilà, c'est fou. Un truc de fou. Et il nous fait pas de Brock Lesnar, hein. Ah, Je le dis. Hein. Bon, par contre, c'est le bon catcheur qui gagne. Oui, c'est AJ Styles qui gagne. Il y a un autre spot dans le match que j'adore aussi, c'est qu'en fait, AJ Styles, il essaie de torturer Shane McMahon en faisant beaucoup de prises de soumission, dont sa prise de soumission fétiche, le Calf Killer. Calf Crusher à WWE, mais vraiment c'est Calf Killer. J'adore cette prise de soumission. Et en fait, Shane, il se dit, je vais l'avoir sur son propre terrain, et au bout d'un moment, il arrive à choper AJ Styles en triangle. Ouais. Parce que Shane, on sait qu'il aime beaucoup le MMA et tout. Il lui fait un beau triangle. Et là, c'est la greatness de AJ Styles. Il arrive à le contrer en side clash. À un bras. Ouais. Il est en triangle. Ouais. Il se remet debout. Il met juste une jambe sur le bras que va utiliser de Shane. Et bam! Et side clash. Génial. Ça finit pas dessus. Hein. C'est en fait, il le bat à l'autre rat de son shooting star press et il se prend un phénoménal fort. Ok. Voilà. Très très bon match. Donc allez le voir, les amis. Du coup, ce qui permet à AJ Styles de tourner face. Non, pas tout de suite. 2 jours après. Oui, 2 jours après. Ouais. 2 jours après, il y a SmackDown Live. Oui, c'est au SmackDown. C'est, voilà. Voilà. Et il y a c'est le moment où il va y avoir Pas 2 jours après, du coup, c'est 5... Ah si, peut-être. Moi, j'ai 2 soirs après. Ah, du coup, c'était encore le mardi soir. Ouais, c'était encore le mardi soir. Et du coup, en fait, il va y avoir la draft. Le Superstar Shake-Up, ouais. Voilà, oui, moi je dis la draft parce que... Ouais. Mais c'est ça. Et Shane et AJ Styles se retrouvent dans le bureau ou en backstage ou je sais pas où. Et AJ Styles lui dit, je ne veux pas être transféré à Raw. SmackDown est ma maison. C'est la maison que j'ai construite. Je veux rester là. Et en fait, les deux se serrent la main. Et c'est ce qui permet à AJ Styles de faire son fest. Ouais, c'est ça. C'est une grosse marque de respect. Et ça a été reconnu par les fans, comme j'ai dit, tous. Je regardais encore les réseaux sociaux et tout ça. On voulait pas voir ce match et en fait à la fin du match je me souviens que la plupart des messages que je voyais c'est que tout le monde avait adoré ce match. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu restes dans les grandes lignes, hein? Ouais, je reste dans les grandes lignes. Ce qui se passe ensuite c'est il va rentrer en rivalité face à Kevin Owens. Voilà, c'est ça. C'est aussi l'une de ses plus grosses rivalités. Ah oui. Donc en fait face à Kevin Owens ça va être une guerre. Je sais plus ce qu'il lance à plus ou moins la rivalité. Je pense que c'est Kevin Owens qui fait le rebelle. Ouais, qui est à l'époque face à Shane. Ils vont avoir des gros matchs. Et en fait, ils vont avoir plusieurs matchs avant, mais on va parler d'un des matchs importants. À WrestleMania? Avant WrestleMania, c'est Lenny Nussel. En fait, ils vont s'affronter en Lenny Nussel, dans le pay-per-view Lenny Nussel. Ah, tu vois, je croyais que c'était... Alors, autant pour moi, je pensais que cette Lenny Nussel-là était à WrestleMania, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'est le fameux Lenny Nussel où Kevin Owens va avoir un partenaire. Et en fait, c'est un gros choc. Son pire ennemi. Et son meilleur ami en même temps. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est le heel turn de Sami Zayn. Donc c'est un truc de fou, hein, parce qu'on pensait qu'il avait jamais tourné heel, et en fait ça a été un truc. Et en fait, Sami Zayn sauve Kevin Owens d'un saut de con. Oui, oui. Encore une fois. Où il lui met un... en fait, ils refont le même spot avec l'Undertaker. Il lui met un super kick ou un truc comme ça, non? Où il sauve Kevin Owens. Oui, c'est ça. En fait, c'est Shane McMahon, il colle Kevin Owens sur la table des commentateurs, comme il le fait avec le Taker. Il monte en haut de la cage. Oui. Il veut faire son leap of fate, et en fait, on voit sortir de nulle part quelqu'un qui tire Kevin Owens, et en fait, c'est Sami Zayn. Mais la rivalité avec Kevin Owens, ça dure un sacré moment, non? Bah oui, ça dure un sacré moment, parce qu'en fait, les deux, du coup, Kevin Owens a du backup par Sami Zayn, et les deux vont continuer à casser les couilles à Shane McMahon, à le pourrir. Et en fait, au bout d'un moment, Daniel Bryan en a marre, parce qu'en fait, lui, il est le general manager, il est juste en dessous de Shane McMahon, et il va s'en prendre aux deux, et en fait, ça va amener au retour de Daniel Bryan dans le ring. Ouais. Donc c'est quand même un truc ultra un peu, le retour de Daniel Bryan, il est aussi un peu poussé par le Miz, non? Avec ce fameux, avec les fameux,
truc de SmackDown où le Miz il insulte Daniel Bryan. Ah oui, quand il faisait les SmackDown Talk. Ouais, c'est ça, ouais. Daniel Bryan, post-WrestleMania, il aura un célébrité face au Miz. Exactement. Mais là, c'est vraiment les deux, c'est retour de Daniel Bryan, donc ultra émouvant. Donc en fait, c'est Shane McMahon et Daniel Bryan contre Kevin Owens et Sami Zayn. À WrestleMania 34. Ah, WrestleMania 34. Ce match, c'est pas ouf. Ouais, ok. Parce qu'en fait, ils font du drama sur Daniel Bryan. Comme quoi, parce qu'en fait, il se fait même sortir du ring, il revient, il part à la moitié il part au début du match et il revient à la fin du match. Oui, ok, oui, ça me parle. Voilà, parce qu'on avait dû le voir ensemble, ça. Ouais, on l'avait vu ensemble, il me semble. Ouais. Moi, il y a pas aussi un peu des rivalités avec The Miz qui s'entrecoupent. C'est juste après. Et tout c'est juste ça. après. Donc en fait, il amène le retour de Daniel Bryan, il va se séparer de Kevin Owens et de Sami Zayn un petit peu. Oui, parce que ils vont continuer quand même un peu à ils continuent à se prendre la tête. À se prendre la tête. Et en fait, ils vont avoir un dernier match ensemble, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ils vont avoir un dernier match, il va avoir un dernier match face à Kevin Owens. Oui. Non, c'est bien après. Oui, c'est beaucoup plus tard. Hein. C'est plus tard. Hein. Parce que c'est Kevin Owens, c'est lui. Je dis déjà à la fin, puis tu vas. Mais c'est lui qui entre guillemets vire Shane. Oui, c'est ça. À son départ. Voilà. On va arriver, je crois, il me semble, fin d'année après WrestleMania 34, ou mi-année, où en fait il y a un tournoi pour couronner le meilleur catcheur du monde. Le Best in the World. Voilà, coupe du monde. Je sais plus comment ils avaient appelé ça. C'était de la merde pour l'Arabie Saoudite. Et en fait, ça devait être le Miz qui devait participer, mais The Miz va se blesser. Legit en plus, je crois. Il me semble que non. Ah d'accord, le Miz n'était pas vraiment blessé. Ou peut-être qu'il l'était et qu'en fait ils ont lancé la storyline grâce à ça derrière. Ouais, enfin bref. Je sais plus. Ouais, c'est la World Cup. C'est la World Cup et c'est en 2018. Et en fait, c'est Shane qui va remplacer The Miz. Et là on se dit ouais, ok. Et putain, il va gagner le match. Il va gagner la coupe de con. C'est un tournoi, non? C'est un tournoi. Et du coup, il gagne la coupe de con et je crois que c'est face à la coupe de con. Ah ouais, on s'en branle. En plus, c'était à l'époque, c'était en Arabie Saoudite, tout le monde s'en foutait. Ouais. Et je crois que c'est face à Dolph Ziggler qui gagne. Ouais, ça doit être un truc comme ça, ouais. Voilà. Et donc, du coup, il devient WWE World Cup. Donc. Et là, il va faire progressivement heel turn, pas tout de suite. En fait, il va se programmer Best in the World parce qu'il a gagné la World Cup. Et en fait, tout le monde se fout de sa gueule et tout. Et en fait, il est bizarre. Il est un peu twinner. On sait pas trop parce qu'en fait, il se la pète d'être champion, d'être le meilleur catcheur du monde, mais en même temps, il est toujours apprécié. Et en fait, quand le Miz va faire son retour, ils vont s'associer. En fait, le Miz, il dit, ah, t'as pris ma place, t'as réussi à gagner la coupe, je l'aurais gagné moi aussi. Et en fait, les deux vont avoir un run par équipe. En fait, les deux vont très bien s'entendre. C'est face, c'est bizarre. C'était un chiant. En plus, à l'époque, franchement, j'aimais pas du tout. Je voyais pas où ça allait amener. En fait, je m'attendais à ce que The Miz trahisse Shane McMahon et que Shane McMahon reste face. Et ça a amené à... Sauf que Shane McMahon, il est tellement détestable en se la pétant, qu'on se dit, mais putain, mais en fait, la storyline, elle a aucun sens, quoi. Et en fait, les deux, ils vont gagner ils vont battre plein d'équipes, ils vont avoir un match de championnat. Je crois que les champions de l'époque, ça doit être le New Day. Ouais. Et en fait, on se dit, putain, ils vont les mettre champions par équipe, ces cons, là. Et en fait, non, ils vont pas l'être, ils vont perdre. Et en fait, on s'attend à une trahison. Et la trahison vient de Shane. Shane qui tourne totalement. Il turn, oui, pardon. Il fait un heel turn total, et il défonce le Miz. Et vraiment, dans ses promos, en disant, ah, je suis le best in the world, en fait, toi, t'étais un boulet, machin, et tout ça. En disant, je suis meilleur catcheur du monde, et en fait, il pousse au festin du Miz. Ouais. Petite anecdote, le Miz Face, ça a jamais marché. Ouais. Il est pas bon, hein, en fait. Il est pas bon. T'as d'autres petites anecdotes? Bah, il s'affronte quand même à Mania, hein. Ouais, il affronte le Miz à Mania, ouais. Voilà, il affronte quand même le Miz à Mania dans un False Continue. Donc là, on est quoi? WrestleMania 35, ouais. 35, ça doit être le deuxième match du show, un truc comme ça. Ouais. Où, ils font un bum de con, évidemment. Ils ont fini sur les jambes de Christophe Ajus et Philippe Cheron. Ah, oui, même, oui. Parce qu'en fait, ils vont se battre dans toute l'arène, vu que ça False Continue, ils vont aller sur la table des commentateurs internationaux. Et en fait, c'est là où t'as tous les commentateurs de tous les pays. Je me rappelle, ça. Et en fait, c'est sur la table des Français qui vont passer à travers. Bon, ouais, ok. Ou même il prend un bump où il tombe directement sur le béton, ce trou de balle, là où il se fait bien mal. Mais ça, c'est quoi? C'est pas terrible. Bon, le match est rigolo. Ouais, ok. C'est juste la rivalité, on s'en fout. Oui. Le match est pas dégueu, hein. Je me souviens que je l'avais regardé avec Nico, ce show, oui. Et son ex, et en fait, on n'avait pas passé un mauvais moment. Ok. Sauf le spot de fin, c'est du Shane McMahon dans le texte, mais par contre, j'aurais viré là des caméramans. Parce qu'en fait, quand ils sont en haut ils sont en plein milieu des gens, ils sont surplombants, ils sont en hauteur, en fait, il y a des gens, mais ils sont en hauteur, et on voit les gens en contrebas dans la, genre fosse, et en fait, ils se tabassent, et en fait, The Miz lui tape une souplesse du haut d'une certaine hauteur. Comment c'est filmé derrière, t'as l'impression qu'ils sont très hauts et que c'est très dangereux. Et en fait, au bout d'un moment, c'est con, ils ont mis une caméra de l'autre côté, et on voit qu'il y a un énorme matelas en dessous, quoi. Ah oui, ça me parle. Ouais, et du coup, en fait, ça gâche un peu le truc, quoi. Ouais, ok. Donc moi j'aurais viré le caméraman, il fallait jamais mettre cet angle-là en fait.
Donc ça, c'est plus le... ça te sort du truc. C'est plus le producteur qu'il faut virer. Voilà, ça te en sort, soi, ouais. ça te sort du truc. Derrière, ça finit la rivalité. Et Qui c'est qui gagne? Ça peut c'est The Miz. The Miz, ok, ouais. Et en fait, notre bon Shane, en fait, il va continuer. Il est un peu détestable. J'ai oublié un match où c'est sympa. Excusez-moi. Donc avant sa rivalité face au Miz, il va remplacer Baron Corbin dans le Survivor Series d'avant. Ok. Je vais en parler parce que on l'a dit en début, on l'a dit en milieu de vidéo et je veux quand même le dire. Donc il remplace Survivor Series 55, l'élimination, et il va se faire éliminer par Roman Reigns en tentant un coast to coast que Roman Reigns va l'attraper en vol pour lui mettre un spear. Il a failli mourir. Il a pas après un peu une rivalité avec... Justement après quand il est heal. C'est juste après le Miz, ok. Voilà, j'ai juste été revenu en arrière parce que je voulais en parler parce que allez voir le moment du spear. En fait, il l'attrape en mid-air, sauf qu'en fait, il l'attrape trop haut. Il l'attrape pas sur le ventre, il l'attrape sur le buste, sur le plexus. Ouais. Et en fait, il tombe direct par terre, dans le ring. Il fait le tomber. On a l'impression qu'il bouge plus, Shane. En fait, il n'arrive plus à respirer. Il est rouge sang. Ouais. Et en fait, il lui a coupé totalement la respiration. Il aurait pu crever. Et il reprend après. Il reprend après, mais ça fait très peur. Hein. Ouais. On revient donc du coup après hyper face au Miz à WrestleMania. Et derrière, en fait, il va s'en prendre à Roman Reigns. Dans une rivalité nulle à chier. Je peux pas vous donner des détails parce que franchement c'est pas bien. Surtout qu'en plus à l'époque ils essaient de builder Drew McIntyre comme un gros force dominateur heel et en fait il va le prendre en sidekick. Donc en fait il va être protégé par Drew McIntyre, ce qui va donner un match totalement improbable. Undertaker et Roman Reigns contre Drew McIntyre et Shane McMahon à Extreme Rules. J'ai aucun souvenir du match. Je crois même que je l'ai pas regardé pour te dire. C'était pas bien en fait, la rivalité, on n'avait pas envie de voir ça. En fait, en 2018, c'est ça? Ouais, 2019. Là, on est en 2019. Ouais. Shane McMahon n'a rien à faire dans une rivalité face à Roman Reigns. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Et du coup. Et de ramener Undertaker là-dedans, ça a encore moins de sens. Hein. Et du coup, ça amène à rien du tout. Ça amène à rien du tout, et ça amène à son dernier match que t'as dit face à Kevin Owens. Kevin Owens, et à la fin, quand il perd face à Kevin Owens reprend la phrase de son père, de Vince McMahon, et lui dit Oh, fire! Il y a un certain retour in ring de Shane McMahon. Ça, Il y en a deux, on en parlera après. Oui, mais ça, tu les laisses de côté parce que forcément, c'est peut-être même plus backstage que c'est intéressant que ce qui se passe dans le ring. Oui. Est-ce que tu te sens commencer tous les backstage ou est-ce que tu veux faire une pause avant? On va prendre notre dernière pause et après j'enchaîne ce que je voulais dire sur le backstage. Ok. Donc maintenant qu'on a plus ou moins fini avec la partie catchesque. Mais ça y est, on est à 1h36. À 2h, on coupe. Même si t'es en plein milieu d'une phrase. Il commence à être 2h du matin, t'as fait le live, j'ai bossé, je commence à être fatigué. Explique-nous, backstage, Shane McMahon. Donc on avait déjà parlé beaucoup qu'il était déjà très aimé, parce qu'il était très gentil et tout ça, Oui, donc oui. on va pas revenir dessus. On va parler du côté un peu plus boulot. Ouais, business. Donc du coup, très jeune déjà, donc déjà les années 90, il était passionné de tout ce qui est technologie et médias numériques. Ouais. Donc c'est lui, on a dit que Stéphanie a fait beaucoup de choses, mais lui aussi, surtout lui, c'est lui qui a poussé la WWE à aller sur Internet, Ouais. dès le début. Donc Vince Russo devait être très content. Ouais, parce que c'était sa passion, Vince Russo. Donc il devait être très très content. Et c'est dès 98, il dit qu'il faut qu'on ait notre site, des vidéos, une boutique en ligne, parce que c'est le futur. Ça, il a raison. Pour le coup, il s'est pas trompé. Ça, pour le coup, le mec, il était visionnaire. Pour le coup, ouais. Pour le coup, il est pas con du tout. Et pas Seth Rollins. Et C'est pas parce qu'on est fatigué qu'on peut pas rigoler. voilà. Et évidemment, Vince était sceptique. Je pense que il n'est pas resté sceptique assez longtemps. Moi, je me rappelle quand même que 2002-2003, chaque catcheur, en fait, avait un site Oui. internet qui était rattaché à la WWE. Oui. Ils avaient plus ou moins la même forme, mais c'était les mêmes. Chaque catcheur avait un site. Et bah du coup, dès le début des années 2000, il y a eu le WWE.com. Ouais, Littéralement. Et c'est devenu forcément un énorme succès et de l'argent. Forcément. Surtout le shop. Surtout le shop. Et Shane, il va devenir investisseur dans plein d'entreprises, même quand il est encore à la WWE. Donc du coup, l'une des plus grosses, c'est You On Demand en Chine. C'est un équivalent de Netflix. Ouais, bah, Déjà à l'époque. Ok. Donc, Dès le début des années 2000. durant les années 2000. Ah ouais. Voilà, durant les années 2000. Précurseur. Précurseur. Le mec, il avait tout compris, quoi. Ouais. Il va être aussi je vais donner les noms des entreprises, je les connais pas forcément. L'autre gros, c'est Ideanomics et
Intermedia Labs. C'est le créateur de HQ Trivia. Pour ceux qui connaissent, moi je m'y connais pas trop dans ces genres de boîtes, mais HQ Trivia, non, voilà. je sais Donc pas du coup, tout. c'est quelqu'un qui va investir l'argent qu'il a de qui lui appartient de la WWE, il va l'investir dans des grosses boîtes. Ok. Et énormément de start-up dans la finance numérique et le sport. C'est une espèce de HQ, c'est un truc de culture, ouais, je sais pas trop. Ouais, un truc de diffuseur. Un truc de machin. questions, de jeux, Ouais. enfin bref. Et en fait, ça a été reconnu, c'est quelqu'un qui a été dans la crypto très tôt. Ok. Donc du coup, il était passionné par ça, là, vraiment la finance numérique, donc tout ce qui est crypto-monnaie et tout ça. Et on sait que c'est un passionné de sport, même hors catch. Parce que il va avoir quelques billes dans le MMA, il va beaucoup avoir des relations avec les gens du MMA et tout ça, bien avant même qu'il est TKO maintenant, tu vois. Lui, ça a été souvent un investisseur, quoi. Ouais, très souvent, et il s'intéressait beaucoup aux nouvelles technologies et tout ça pour vraiment pousser la WWE, à l'internet et au numérique, au monde Ouais, de c'est demain. vrai, ok, ouais. Et il avait tellement un côté avant-gardiste que on disait que c'était le Steve Jobs de la famille. Ok. Voilà, donc c'était le Steve Jobs de la famille par rapport aux nouvelles technologies et tout ça, mais le surnom du fils rebelle lui a collé à la peau parce qu'en fait, il était toujours à contre-courant de ce que son père voulait à un instant T. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait on sait ce qu'il a fait quand il est parti en 2010? Je vais y arriver. En Ah bah. 2009. Voilà, je vais y arriver, tout simplement. Parce que il quitte la WWE entre 2009 et 2010 du jour au lendemain. Ouais, bah, en fait, il annonce il annonce que le 1er janvier 2010, il quittera la WWE. Il Voilà. le dit 2-3 mois à l'avance. C'est ça. Et donc, officiellement, c'est pour poursuivre d'autres opportunités. Mais en réalité, selon les sources internes qu'on avait eues à l'époque, Il et s'entendait plus avec son les père. insiders et tout, il avait des vrais désaccords familiales. Donc, parce que Vince voulait que Stephanie et Triple H reprennent progressivement le contrôle de la compagnie, en 2010, voilà. Bah, et c'est ce qui s'est passé. Mais pas. Voilà. Et De toute façon, il n'y aurait pas eu ces polémiques, Vince, il serait mort. Et ce qui est rigolo, c'est Président, qu'en fait, quoi. ce que lui voulait, c'est ce que la WWE a fait. Parce que lui, il souhaitait moderniser le produit et s'ouvrir plus vers le numérique et l'international. C'est ce qui a été fait. Ouais, l'international et le En fait, ce qui est ouf, c'est que c'est le mec-là qui a voulu pousser à mort l'Internet et que derrière, il y a eu le network et qu'en fait, il a pas été agent des mecs qui ont fait le network. Alors que lui, je pense qu'il en parlait déjà à ce moment-là, quoi. Ouais, lui, si ça tenait le cas, lui, le network, il aurait été là dès 2000. Ouais, c'est ça. Et Vince n'était pas prêt à lâcher prise. Voilà. Il est toujours pas prêt. Voilà. Et un cadre de la WWE en insider a raconté, Shane s'est levé pendant une réunion et a dit à Vince, si tu ne veux pas que je t'aide à préparer l'avenir, alors je ne servirai à rien ici. Il a claqué la porte, il est parti. Donc en pleine réunion, quoi. Donc ça prouve vraiment que lui, il a toujours été le rebelle, qu'il a voulu s'imposer face à Vince, il s'est toujours voulu s'imposer face à Vince, et en fait, il a jamais réussi. Et le soir même, il aurait vidé son bureau, et il a dit au revoir à chaque employé un par un. Et ça a été rapporté qu'il y a des employés qui ont pleuré. Oui, parce que tout le monde l'adorait. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est quand même ouf, hein. Donc du coup aussi, on va venir sur les anecdotes un peu backstage au niveau des storylines et tout comme ça durant ces années-là. Il a refusé plusieurs storylines impliquant des trahisons familiales, surtout quand ça entre sa sœur et son père, parce qu'il ne voulait pas que ses enfants les voient faire du mal à son père à la télé. Donc en fait les storylines. Il voulait plus taper sur son père. Voilà. Ouais. Ok. Parce que moi c'est un truc que j'ai un peu critiqué en disant putain le saut de con qui fait à WrestleMania 32 par exemple, il y a ses enfants qui sont en train de regarder quoi. On trouve ça un peu bizarre. Mais par contre il a toujours dit qu'il a expliqué comment tout allait se passer à ses enfants avant. Mais pour pas qu'ils s'inquiètent. Voilà, il les kéfébait pas en fait. C'est vraiment, il les mettait hors kéfé pour que tout se passe bien. Oui, les enfants savaient qu'il allait tomber. Bah, c'est pour ça que il filme, je me souviens très bien. Oui, il filme ses enfants, les enfants aucune réaction. Bah, il y en a un, il rigole même, je crois. Oui, parce qu'il sait, oui. Voilà. Oui, bande de cons, va. Voilà, et il disait souvent, je veux pas que je veux qu'il me voit comme un père normal, pas comme un super-héros qui saute de 15 mètres. Ouais, c'est... Enfin bon, tu le fais quand même, quoi, le saut de 15 mètres. C'est exactement ça. À un moment, si tu veux pas qu'on te voit comme un super-héros qui saute de 15 mètres, bah nous saute Pas de 15 mètres, ouais. Je reprends juste mes dernières fiches. Moi, j'aimerais bien que mon fils, il me voit pas comme un millionnaire. Je compte sur vous, les amis, abonnez-vous. Le truc important,
que je voulais aussi parler de lui, c'est dans sa manière d'être. On l'a dit comment il était par rapport aux employés, les trucs comme ça. Mais comme il dit, ça surprend beaucoup de gens, c'est qu'en fait, il est très zen. Alors ça se voit. Alors qu'en fait, il est hyper actif quand on le voit dans le ring et tout, mais en fait, Mais ça se voit qu'il a un côté cool, tranquille, détendu. Voilà. Et donc du coup, je l'avais dit, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ouais, donc en fait, il est quand même très sportif et il fait beaucoup de méditation. C'est quelqu'un qui a étudié la méditation et qui fait ça assez régulièrement, qui fait qu'il peut être toujours calme. Et faut que je m'y mette à ça alors. Franchement, moi aussi. Avec la période de Noël qui arrive, pour éviter de tuer des clients, je vais peut-être me mettre à la méditation. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais bon, on sait jamais. Hein. Comme avait dit les inconnus, Meditawan. Et le truc que je voulais dire justement par rapport à ça, c'est que malgré tout, il était quand même très blagueur. Ouais. Voilà, donc j'avais une anecdote où en fait il faisait des farces. Ouais. Justement, malgré qu'il soit tout calme et qu'en fait dans le ring il soit fou, en fait il aimait quand même bien rigoler, surtout avec les boys. Et en fait, l'une des plus connues, c'est une blague qu'il fait au Big Show. Parce qu'en fait, il était toujours il a été très souvent enrôlé au Big Show. Hein. C'est qu'en fait, il a remplacé la crème pour cheveux du Big Show par du gel ultra collant industriel. Et en fait, le pauvre Big Show s'est retrouvé collé à ses serviettes. Ça, c'est débile, mais ça me fait toujours rire des trucs comme ça. C'est vraiment con. C'est le genre de blague que je pourrais faire. Il faisait les mêmes blagues du style de Owen Hart. On connaît l'anecdote où Owen Hart avait mis les cochons dans le bureau de Vince. Voilà. Et ben, lui, il a fait livrer une chèvre dans le bureau de Pat Patterson. Embarquant où elle avait un collier et un petit panneau écrivant nouvel agent de sécurité. Ça me fait rire. Après, tu sais que cette chèvre, elle a une histoire. Elle a été recrutée comme attaquant au FC Metz. Et la dernière anecdote blague qu'il a fait, c'est qu'il a mis un pétard dans une mallette d'un arbitre. Sauf que ça a explosé en pleine entrée. Ça, c'est con. Et les mecs rapportaient, c'est qu'il faisait peut-être des blagues un peu comme ça de mauvais goût, mais par contre, il s'en est toujours pris qu'aux amis et aux vétérans. Jamais aux jeunes, comme je vous ai dit, c'est un protecteur des jeunes. Ouais, c'était pas comme Randy Orton qui se touchait la kick avant de te serrer la main quand t'étais jeune. On serre la main aux vétérans, là. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on disait des têtes à claques que les gars que t'as pas envie de leur servir à boire, Randy Orton, il en fait partie, tu vois. Ouais, bah oui. Mais comme j'ai dit, on va rebondir sur ce que j'ai dit, où il était très calme, malgré les petites blagues et des trucs comme ça, mais par contre, c'est quelqu'un qui est accro à l'adrénaline. Donc, en dehors de toutes se serait pas vu, ça. Ouais, de toutes les folies qu'il fait dans le catch, il est adepte du parachutisme, du surf et de la course automobile. Ah ouais, mais il aime bien les trucs... extrêmes, en fait. Extrêmes, ouais. C'est ça. De toute façon, pour te faire passer par Kurt Angle 3-4 fois à travers une vitre de glace qui pète pas, c'est que forcément t'aimes bien un petit peu l'extrême. Ouais, voilà. Et du coup, je vais sortir pour finir ce petit segment-là sur sa manière d'être. Glace qui pète pas, extrême. Glace, extrême. Oh, Il est 2h du matin, j'en peux plus. C'est une phrase de Polyman. Ouais. Comme ça, c'est cool. C'est Shane est un moine zen coincé dans le corps d'un cascadeur. Ouais, c'est bien dit. Ouais. C'est bien dit, je trouve aussi. Ouais, de toute façon, il y a un côté cascadeur avec Shane, de toute façon. Il n'y a jamais eu un Shane Mick Foley. Ils se sont confrontés, mais jamais de match complet en fait. Ok. Donc du coup, est-ce que t'as assez dit? Est-ce qu'on passe au dernier point de la vidéo? Avant le dernier point, juste dans ses dernières storylines, quand il était là entre 2016 et 2019. Avant de partir. C'est 3 catcheurs le reconnaissent comme un mentor. Et que même si on n'a pas aimé les storylines, parce que vous l'avez vu, on l'a fait très vite, parce qu'en fait ça fait partie des pires périodes WWE, de 2016 à 2019. Même si avec AJ Styles c'était très bien. Il y a que AJ Styles, le match était très bien. Mais c'est trois catcheurs qui l'adorent et qui disent que c'était un mentor bienveillant. C'est Kevin Owens, Sami Zayn et The Miz. Ouais, oui. Qui ont vraiment apprécié en fait être storyline avec lui. Ouais. Après The Miz à l'époque là c'est plus le petit jeune. Voilà, donc du coup ils disent ils l'ont. Ouais, pourtant Kevin Owens et ni Sami Zayn. Oui, mais pour leur histoire WWE, ils sont plus récents que ouais, mais bon, ils ont après leur histoire, ce qu'ils ont fait dans les circuits indépendants, on est d'accord. Voilà. Et du coup il leur a aidé surtout au niveau des promos, de leur donner du bon timing, du storytelling et tout ça, donc ils étaient très contents. Et que il leur répétait souvent, ne cherchez pas à voler la vedette, cherchez à raconter l'histoire que les gens retiendront. Ouais, c'est bon. C'est un fait parallèle avec ce que Stéphanie disait. Ouais. Quand tu regardes, ils ont un peu la même sur ça, ils ont c'est vrai. Et avant de partir sur, parce que là ça va être un peu négatif ce qu'on va dire. Ouais. Je veux dire quand même un truc positif juste avant, c'est que par rapport aux Boys, il est vu comme un showman courageux, voire inconscient.
ce qui est vrai. Un leader humain, parce que le mec c'était le McMahon le plus proche, en fait, des gens. Ouais. Et l'héritier incompris, et que beaucoup auraient voulu qu'il reprenne la WWE. Ce qui est vrai aussi. Ok. Non, c'est bien. Et à tel point que même Tony Khan de l'AEW, on en parlera, parce qu'il y a une... On terminera sur ça. Mais j'ai quand même une phrase, parce qu'il l'avait dit plus ou moins post-AEW, qu'il le respectait pour son travail et son humilité. Oui, ça j'avais lu. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup discuté. Il y aurait pu avoir rapprochement. C'est ça. On va arriver au drame de 2022. Au drame. À la merde de 2022. Ouais, parce que le drame, c'est pas ça. Oui. C'est que, en fait, Vince le rappelle. Ouais. Parce qu'en fait, il sait pas trop comment amener son WrestleMania en 2022. Ouais. Et en fait, il le laisse booker. Ça faisait longtemps qu'il était pas là, il le laisse booker le Royal Rumble 2022. Ouais, parce que ça, en fait, moi, j'ai jamais trop su ce qui s'est passé. Bah, je vais te le dire, avec ce que j'ai pu voir, j'ai peut-être pas toutes les infos, mais je sais certaines. C'est qu'en fait, c'est lui qui a booké le match, qui a changé ce qui était prévu. Donc en fait, il y avait déjà un script, et en fait, lui, il l'a réécrit. Donc en fait, il a modifié les entrées, les rythmes du match pour plus mettre en avant, pour se mettre lui en avant, malheureusement. Ouais, voilà, ouais. En fait, comment ça a été modifié fait que lui s'est fait mettre en avant, ce qui est bizarre. Ouais, ce qui est bizarre quand tu connais. Voilà. C'est pour ça que j'ai l'impression que cette partie-là qu'on va raconter, c'est plus lui. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure en début de vidéo, en fait. Voilà. Alors, est-ce que Vince lui a dit, ah, bah, si tu bookes, peut-être il fallait te mettre en avant parce qu'il faut un McMahon? Ou peut-être que lui s'est dit, peut-être que comme je suis un gros nom, peut-être que ça va donner envie de voir les gens regarder. On sait pas. On saura jamais. Et on saura jamais. Mais du coup, ça a agacé plusieurs catcheurs. Et moi, je me souviens que ce Rumble m'avait gavé. Ça a pas cassé les couilles à Drew? C'est cassé les couilles à beaucoup de gens, dont Drew. Ouais, parce qu'en plus, Drew se fait éliminer, genre, en mode random, où il fait rien du match. En fait. Ouais, il me semble que Drew, il en avait parlé. Mais moi, ce qui m'avait le plus gavé, j'ai regardé en live, en plus, ce putain de Rumble de merde, c'est que AJ Styles rentre en premier. Il fait la pause de Shawn Michaels en rentrant. Et il se fait éliminer dans les derniers. Donc, en fait, tout le long du match, j'y croyais. Que AJ Styles allait gagner. Je me rappelle plus qui c'est qui gagne celui-là. C'est Brock. Et c'est pour ça que tout le monde était dégoûté. Parce que c'est Brock Lesnar qui le gagne. Ah oui, c'est le Rumble de Brock. C'est l'année où Brock gagne le Rumble pour aller affronter Ravania et que derrière il gagne Elimination Chamber pour faire double champion. Nick Taras. Ah ouais, c'était nul à chier. Donc en plus, Brock, alors que c'est lui qui va le gagner, il a refusé toutes les idées. Matt Riddle aussi. Parce que lui, il ouvrait sa gueule, et en plus, Matt Riddle, il voulait être face à Brock Lesnar dans le match, et on lui a dit, va te faire foutre aussi. Ah oui, j'ai qu'à un moment, Matt Riddle, il se voyait... face à Lesnar, ouais. Ça aurait été bien, ça. Voilà, et donc, du coup, ils ont voulu le retirer du show. Bah, en fait, non. Il a quand même fait le match où, vraiment, il fait partie du Final Four, en plus, ouais. Donc, c'est nul. Et, en fait, quelques jours plus tard, mais vraiment, littéralement, quelques jours plus tard, on l'a licencié. Mais sous le tapis. On a dit à Shane, non, c'est bon, casse-toi, en fait. Ouais. C'est assez triste. Suite à la colère des boys et tout, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il a été tellement mal vu par rapport aux boys, je pense que Vince McMahon a dit non, en fait, non. Ok. Voilà, donc, c'est parce que, en même temps, c'est un Rumble extrêmement mal booké. Ouais. On vient de le dire. Il a dit, par contre. Ça reste toujours mieux que le booking de Triple H actuel. Voilà. Il a dit, par contre, qu'il avait aucune rancœur envers sa famille. Oui, bah, c'est normal. Et qu'il s'est réconcilié avec Vince peu de temps après. Ok. Oui, Vince Asso l'a viré un petit peu par rapport à ses boys. Ouais, c'est ça, parce que même un producteur a dit comme quoi c'était une dispute de McMahon, ça veut dire que ça gueule, et après ils se font un dîner, quoi. Ouais. Rien d'important. Le truc que j'ai oublié de parler, c'est sa relation avec Triple H aussi. Ah oui. Avant d'arriver à 2023. Alors, tu avais parlé un petit peu dans l'émission sur Stéphanie par rapport à leur histoire de couple. Oui. Parce que c'est ça, parce qu'au début ils étaient ultra amis, très souvent ensemble, comme je t'avais dit, il a souvent été le sidekick de Triple H dans le début de The Game et tout ça. Et en fait, c'est juste que quand Stéphanie s'est mis avec lui, il voulait absolument pas qu'un catcheur soit le leader de la famille. Ouais. Et en fait, il a extrêmement mal pris. Ouais, c'est ça. Ça, tu le dis. Voilà. Ils ont quand même été pros tout le long. Et en fait, l'autre truc, c'était justement quand Triple H est devenu un officiel. Et en fait, c'est ce qui a aussi commencé à amener à son départ. Et quand il est revenu en 2016, c'est ce qui a fait que ça a jamais matché. C'est parce que Triple H, en fait, avait plus de pouvoir que lui. Ok. Et qu'en fait, les deux n'étaient pas d'accord sur certaines visions. Je pense sur beaucoup de visions. Sur beaucoup de visions, et qu'en fait, ils se respectent parce qu'ils sont de la même famille, mais par contre, au niveau business, ils s'aiment pas du tout. Ouais. On va arriver à l'autre horreur. Hein 5 étoiles. 5 étoiles. WrestleMania 39, on est en 2023. Il fait son retour.
Donc on est avec les deux hosts de WrestleMania qui sont le Miz et Snoop Dogg. Whatever, on s'en fout. Et en fait, il fait une apparition face au Miz. Il doit se battre face au Miz et c'est un bruit. C'est ça, il doit faire. En fait, les deux se chauffent pour se faire un match. Ils se font un match. Dès le début, après quelques secondes, ils projettent ils se font projeter chacun dans les cordes. Je crois que c'est le Miz qui se projette dans les cordes. Façon, Il doit le courser et en fait, il y a ses quadriceps qui il se pète lâchent. les quadriceps et du coup, c'est. La foule reste con. Moi, je me souviens, je l'ai regardé en J'ai rien compris. Je me dis, mais pourquoi il est couché par terre, ce couillon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé. Et donc, du coup, c'est lui qui a dit à Snoop Dogg d'improviser un People's Elbow pour le Miz pour essayer On est de en se quelle lancer. année, là? 23 ou 24? En 2023. Ok. Et c'est sa dernière apparition à la WWE officielle. Donc, en fait, un mytho retour complètement foiré pour donner un moment, hein, comment ils Oui, avaient ça dit. aurait dû être à WrestleMania Moment, toi. Voilà. Voilà, je déteste ce truc de WrestleMania Moment. Maintenant, c'est WWE, il devrait s'appeler World Wrestling Moment. WWM. WWM. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux dire encore quelques mots sur les échanges qu'il a eu avec la WWE? Ouais, c'est ça. Donc, après ça... Là, on est en 2024. Voilà, il a une convalescence, hein, le mec s'est pété les quads. Putain, la tristesse. Et en fait, il y avait des rumeurs comme quoi, en fait, il pourrait aller à la WWE. En tant que producteur ou en tant que performeur? On sait pas du tout. Et en fait, à ce moment-là où il y avait les rumeurs qui sont passées, une photo est sortie où il est en train de discuter avec Tony Khan dans un bureau. Et en fait, les deux n'ont pas communiqué là-dessus. Que ce soit l'un ou l'autre. Après, Et en fait, ça doit être intéressant quand même, hein. Et en fait, ça a lancé une multitude de rumeurs à tel point qu'on a cru que la dernière grosse storyline qu'il y avait eu à la WWE, où John Moxley était le champion à AEW, où il avait pris en otage le titre qui était dans une mallette en disant j'aime pas ce que la AEW est devenue, je vais la détruire, et il y a quelqu'un de bien au-dessus qui dirige le truc, quoi. Et on pensait que ça allait être Et Shane. pratiquement tout le monde pensait que ça allait être Shane McMahon. Et en fait, non, c'était Ça a jamais été. Non plus. T'imagines? Non plus. En fait, c'était juste John Moxley. Ah ouais, ok. Et on va c'est dire là que que tu le peux- dernier gros truc Et c'est là où tu peux peux dire que, comme t'as dit tout à l'heure, Tony Khan a dit qu'il le respectait énormément. Ouais, Et- c'est ça. Donc en fait, leur discussion n'a peut-être pas amené à une vraie conclusion, mais ils ont discuté sérieusement. Ok. Et je sais que là, on nous l'a mis dans le Discord aujourd'hui. Il était dans le public à la WWE, mais ils l'ont pas montré. De toute façon, ils veulent plus trop le montrer, je pense. Voilà. Donc du coup, surtout que maintenant c'est TKO et tout ça, et lui, il n'a aucun lien du tout. Ouais, lui, il a plus aucun. Mais il avait déjà De plus. toute façon, de lien aujourd'hui, avant. c'est quoi? Aujourd'hui, en fait, là, ses revenus, c'est par rapport à tous ces investissements qu'il a fait au fur et à mesure de sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, lui, il a des rentes, hein, de toute façon. Ouais, Il a mis du business partout, comme j'ai dit, dans le monde du sport et dans le monde numérique. ouais, voilà, ouais. Où c'est quelqu'un quand même important on va dire, dans l'univers du business. Mais on va dire c'est un peu dommage qu'il ait pas eu un vrai gros truc sympa à la WWE. On va Ouais, dire. puis au moins, au revoir. Au moins un au revoir peut-être. Donc on verra bien ce que ça va donner avec l'évolution de la WWE avec TKO. Est-ce que peut-être il peut avoir un poste, peut-être qu'il machin, peut-être que ça l'intéresse, peut-être ça l'intéresse pas, on sait pas. Non, on sait rien. On ne sait rien. Est-ce que finalement on va le voir un jour popper à la WWE? Par contre, j'espère que s'il pop à la AEW, c'est pas en tant que Bah performeur. là il peut plus là. Il a 55 ans. Ouais. C'est bon, quoi. Surtout que c'est pas un catcheur régulier. Déjà, il a fait des dingueries en ayant déjà proche de la cinquantaine. Là, je pense que maintenant, il peut plus. Ouais. Là, il a voulu tenter de faire un match. C'était pété les quads. Donc, Après, ça, des fois, c'est un peu la loterie aussi. oui. En tout cas, Messaya, t'as fini? J'ai fini, ouais. Bon, en tout cas, Messaya, je te remercie. Bah, de rien. C'était une émission, alors, moi, pour, comme ça, ne t'inquiète pas, ce sera très bien, très audible, y a pas de problème. C'est sûr que je pense que sur la dernière demi-heure, on sentira un peu notre fatigue. Oui, bah oui. Maintenant, les gars, pour vous donner du bonheur, du plaisir et de la joie, il est quand même 2h15 du matin. On prend quand même sur notre temps. Je pense qu'on mérite un j'aime, un commentaire, parce que là, sinon, mettez-vous en ligne. Et il va botter des culs en Je vais série. voter des culs en série, ça va pas traîner, là, les gars, alors, je sais que Faites-nous dépasser les 500 abonnés. ouais, s'il vous plaît, faites-nous dépasser les 500 abonnés, même si je sais que on le rabâche souvent, mais voilà, c'est pour la continuité de votre chaîne, qu'on continue à grandir, qu'on continue à vous proposer du format différent. Et surtout, ça c'est une chose importante, c'est que moi ces émissions, même si aujourd'hui j'ai les yeux en trou de pine, c'est toujours un plaisir En trou de pine. c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'enregistrer ces émissions avec vous et franchement, eh ben on va tout faire pour que ça continue et que ce soit de mieux en mieux. Oui, de prendre le plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Ouais. Voilà, parce que j'ai quand même essayé de pas mal travailler dessus, parce que c'est un peu compliqué quand on fait un catcheur qui n'est pas tout le temps à plein temps et qu'il y a beaucoup de choses backstage. Ouais, et puis autant Stéphanie, c'était un truc où je savais que les gens étaient moins attendus, que les gens Attendez-moi. attendaient moins. Mais Shane, ça nous c'est revenu. Oui. Et sur le Discord. Et Bah, quand j'espère elle est avoir live, et répondu dans les trucs. qu'on a réussi à répondre à vos attentes. Je pense qu'on peut difficilement faire plus complet que ce que tu as fait là aujourd'hui, Messiah. Les amis, merci beaucoup. Je compte sur vous. Hein. J'espère vraiment qu'au moment où vous écoutez cette émission, on sera vraiment pas loin des 500 et qu'on les passe la semaine là avec Shane. Ce serait quand même cool pour nous. Ça serait notre cadeau de Noël avant Noël. Parce que là, je veux les 500 de toute façon avant Noël. Hein. Ouais. Là, si j'ai pas les 500 avant Noël, j'arrête la chaîne. Ouais. C'est dans un mois. Moi, je l'ai mis, là, à Noël. Il manque. Ouais, faut se calmer quand même. Hein. Faut se calmer quand même. Messiah, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Salut les amis. Salut!